Je rencontre une nana en boîte de taille de champagne et là elle me sort qu'elle veut prendre de la coke. Du coup moi je vois plus la coke mais le crack et je rechute. Pour sortir de l'addiction, faut casser un peu son quotidien. T'as pas le choix. En redécouvrant tes sens, tu reprends goût à la beauté des paysages, aux odeurs, des oiseaux, de tout ce que tu vois. Et moi j'ai arrêté pour mes parents de prendre de la cam. Au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que j'ai arrêté pour moi tellement la vie elle est belle grâce à tout ce que je découvre sur la route. Pour être heureux dans la vie, il y a rien de tel que d'aller chercher ce qui te rendait heureux quand t'étais gamin. C'est peut-être pas cette chose-là directement, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose près de ce truc-là qui t'anime quand t'es gosse qui peut endormir ta dépression, endormir ton addiction, te réveiller quoi. En fait, tout est dans le mental. Je suis quelqu'un qui a dit oui toute sa vie, à tout, que ce soit à mes patrons, à la drogue, à mes parents. Mais en fait, à partir du moment où t'apprends à dire non, t'as tout compris. Bonjour à tous, c'est Antoine de Un pas après l'autre et bienvenue dans le bunker. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Le Bunker, votre émission de divertissement dans laquelle on reçoit des entrepreneurs, des expatriés, des voyageurs et des libres penseurs avec comme fil rouge un petit peu la thèse de l'individu souverain, la liberté et la responsabilité. Alors ce soir les gars, on reçoit Antoine. Antoine, qui a une chaîne sur Instagram qui s'appelle Un pas après l'autre, où il raconte son histoire, l'histoire de quelqu'un d'ordinaire, mais qui avait un lourd secret, un secret d'addict, et qu'il a décidé de documenter sa réhabilitation, hein, je ne sais pas comment on dit en français, sur Instagram. Et son histoire touche énormément de monde. Et voilà, c'est un grand succès, il fait énormément de vues. Et puis voilà, je te donne la parole, Antoine, comment ça va? Salut les gars, bah ça va très bien. Ça va bien et vous? Ça Ça va va, ça va. super. Est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voudrais rajouter sur cette partie-là? On reste succinct. Non, 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 c'est nickel. Non, non, moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai un grand succès. C'est marrant de dire ça, quoi. Bah, c'est le Mais cas. ouais, 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 non, c'est vrai que ça atteint beaucoup de monde. Au final, bah, l'addiction, qu'on soit dedans ou en fait, il y a aussi vachement de proches qui souffrent de l'addiction des autres. Et donc, c'est vrai que j'ai touché énormément de monde en un an, quoi. Ouais, ça fait Et tout puis pile moi, ce un que an que ce j'ai commencé à en parler. ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que tu es pas dans le misérabilisme. Tu es vraiment dans moi, ça m'énerve quand je vois des gens qui soient soit dans l'addiction, soit qui sont déprimés, qui sont défaitistes, qui se disent: «Oh ben je vais aller voir un psy». Non, toi, tu es vraiment parti, dans l'action. Tu as pas palabré, enfin peut-être que quand tu as essayé avant d'arrêter, tu avais palabré, mais là, tu as pris le taureau par les cornes. Et moi, je t'ai découvert sur une vidéo où tu étais là, et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec ce que tu dis sur les réseaux, c'est que c'est très touchant et c'est sans filtre. C'était une vidéo où tu bon, bah, voilà, il y a 47 jours, je prenais du crack et aujourd'hui, je suis en Espagne, j'ai pris mon vélo et je mange une tortilla. Et je trouve que c'est ça qui est touchant avec ce que tu dis, c'est que c'est très simple, mais c'est juste, là, tu documentes la vie d'un mec, qui essaye de s'en sortir et qui a choisi de se battre. Et c'est ça que je trouve beau. Ouais, je trouve en fait, de se lamenter, ça fera jamais avancer qui que ce soit, je pense. J'ai toujours été quelqu'un de positif, même quand j'étais dans l'addiction, dans mon métier de restauration, c'était de chef de cuisine, c'était compliqué aussi, en fait, si tu remets la faute sur les autres, si tu te re enfin, en fait, on est le seul coupable d'avoir dit oui la première fois à prendre de la drogue. Peut-être que c'est des gens qui nous l'ont amené, mais on a dit oui. Donc, c'est à nous après de s'en sortir et toujours voir le verre à moitié plein parce que sinon tu t'en sors pas, je pense. Ouais, du coup, c'est vrai que tu prends tes responsabilités, du coup, alors, il y a peut-être de ça qui fascine un peu, l'audience. Il y a pas mal de trucs, je pense, qui les excitent. C'est ça qui est intéressant avec, ce que tu fais, c'est qu'il y a des gens, je vois des commentaires avec plein de gens qui spéculent sur le fait que tu vas replonger. Ouais. Il y a Ça d'autres attends, gens. juste ça, c'est parce que on a repartagé l'une de ces vidéos sur Twitter et j'ai l'impression quand même que la communauté sur Twitter est quand même un peu plus toxique. Sur Insta, c'est beaucoup: «Ouais, il va y arriver, allez, on est tous avec toi». Sur Twitter, c'est: «Ah ouais, laisse tomber, là, c'est parce qu'il est encore en période de sevrage», je sais pas. Et le message en général, ils sont beaucoup plus, haters, on va dire, sur X. Ah bah, du coup, tu vois, on en parlait quand on s'est présenté tout à l'heure, pourquoi je suis que sur Insta. Peut-être aussi parce que, les gens sur Insta sont gentils. Parce que, c'est vrai que, j'ai fait un gros défi à un moment de traverser l'Espagne de Barcelone à Vigo, il y a quelques semaines pour aller voir un match de foot du LOSC qui joue en Europa League. On a perdu et du coup, le LOSC m'avait interviewé à l'arrivée. Ils ont fait une vidéo qu'ils ont partagée sur Twitter et les messages sur Twitter, ils étaient à mourir de rire. Enfin et c'était le mec il va replonger, c'est sûr, vu le score. Enfin, en fait, je sais pas si c'est méchant ou si c'est de Ah l'humour. ouais, OK. Je pense que moi, je l'ai Ouais, plus vu ouais, ouais, ça c'est un d peu les avec 2. du sens de l'humour.
Mais c'est vrai que Bah, tu vois, quand je rentre en France ou des trucs comme ça, parce que sur les 6 mois à vélo, il y a eu 2 retours en France. À chaque fois que je retourne en France, tout le monde me dit: «Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe». le truc, c'est qu'en fait, Twitter, quand tu es pas habitué de Twitter, on est des natifs de Twitter, c'est-à-dire qu'on est sur Twitter depuis des années, on découvre Insta pas trop dessus. En fait, tu te crées une résilience et tu comprends que ça fait partie du game. C'est, les gens vont t'insulter, les gens qui commentent, c'est les gens qui vont t'envoyer de la haine, plus ou moins, et ça fait partie du game, en fait. Tu te dis: «Bon, bah, c'est bien, ça fait, c'est bon pour l'engagement, ça fait du commentaire», mais si tu abordes Twitter comme, tu aborderais la vraie vie, ah bah là, c'est un coup à se mettre une balle dans le pruneau, hein, ça c'est sûr. Ouais, puis dans tous les cas, franchement, moi, ceux qui sont méchants gratuitement, je j'y prête ça m'a jamais parce que j'en ai reçu quand même, alors vraiment pas beaucoup pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je parle quand même d'un sujet sensible, le crack, c'est quand même, c'est plus compliqué à «assumer» entre guillemets, c'est pas assumer, mais qu'un alcoolique ou quelqu'un qui prend de la coke. Le crack, c'était vraiment, tu passes un cap, quoi. C'est ça qui m'a vachement étonné, moi, sur le fait que mon compte y prenne et que même que, tu vois, sur la route, on m'ait accueilli, de Clermont-Ferrand jusqu'à l'Espagne, je pouvais m'arrêter tous les 20 kilomètres si je voulais. Les personnes sont quand même prêts à accueillir un toxico, hard chez eux, quand on regarde des films à la télé, les mecs qui prennent ce genre de substances, ils volent, et tout ça, quoi. C'est ça Mais qui m'étonne vachement. ce qui est fou, et on pourra en reparler un peu tout à l'heure, c'est quand tu parles de crack, on a tous la vision de, Porte de la Chapelle, la colline du crack, les mecs qui sont en mode, zombie, qui sont clochards, qui dorment dessus, et je pense que ce qui est assez atypique avec toi, tu es ouvert pour parler de ça, mais d'un côté, tu étais pas non plus un clochard, tu étais un mec qui avait un taf, qui arrivait plus ou moins à rester un petit peu fonctionnel, mais tu étais pas un zombie qui prenait du crack dans des stations de métro, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est Après, je l'ai le déjà fait. fait aussi, hein, mais mais c'est parce qu'en fait, une fois que l'addiction, elle passe le dessus, tu vas en prendre un peu n'importe où. Mais c'est vrai, par contre, que j'ai toujours gardé, les pieds sur terre à moitié. Alors, faire ce genre de choses-là dans la rue, toi, quand j'ai rechuté, je faisais dans la rue et tout, mais à continuer à montrer une image qui était, celle que tu vois aujourd'hui à moitié. Bon, j'avais pas la même tête, qui était un peu plus attaquée et un peu plus palote. Mais ouais, ouais, j'ai réussi à exceller dans mon métier, tu vois? Dans mon métier de chef de cuisine, OK. malgré ça. On va en parler un petit peu après. Mais ouais, je pense que ce qui passionne les gens, c'est déjà que tu documentes, enfin que tu oses prendre la parole sur un truc qui est à l'accoutumée très tabou. Aussi, bah voilà, ceux qui spéculent sur le fait que tu vas rechuter, par chuter. D'autres qui sont là pour l'aventure un petit peu plus à vélo. Parce que en fait, Antoine, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, grosso modo, sa cure de désintox, c'est de prendre un vélo et de rouler et de documenter tout ça sur Instagram. Donc en Pour fait, il y savoir a où quand il va. même il y a quand même plusieurs, aspects qui font que ça peut fasciner plusieurs pans de la Mmh. population pour différentes raisons et aussi parce que peut-être que les gens s'identifient, tu vois? On a tous des addictions, on a tous des mal-être, on a tous des problèmes. Alors c'est peut-être pas le crack, ça déculpabilise aussi peut-être de regarder quelqu'un dont son problème, bah, c'est le crack, Ouais. en se disant que soit c'est moins grave. Du coup, il y a quand même un ensemble d'éléments qui fait qu'il y a, bah, ça peut toucher énormément de monde. C'est pour ça aussi que ça a l'air de marcher pour toi, en tout Ouais, cas c'est sur tu vois, Instagram. ça touche même, des personnes âgées, tu vois? Ah ouais. Personnes âgées qui n'ont pas, je pense, voyagé, qui n'ont pas eu d'addiction, c'est assez fou ça touche, ouais, comme tu dis, ça touche un peu tout le monde. Moi, j'ai souvent tendance à dire, on sera quoi qu'il arrive, à tous addicts à quelque chose, c'est juste il faut choisir ses addictions. Moi, personnellement, c'est les écrans, le café, et il y a des addictions qui sont plus, comment dire? Pires que d'autres, tu vois ce que je veux dire? Ouais, gérable. Quand tu as envie d'aller sur ton écran, regarder, d'aller scroller, c'est pas la même envie, que quand tu as ce truc-là de la drogue, hard qui est là où tu dépouillerais, enfin, tu vois, je vais je si j'ai déjà piqué de l'argent à mon père, tu vois? Par rapport à ça, tu vas pas aller voler de l'argent pour pouvoir acheter un téléphone, je pense. Non, c'est clair. C'est que tu as vraiment avec cette drogue-là, tu as vraiment, une autre partie de toi que tu connais pas qui fait surface, en fait. Moi, heureusement, je suis quelqu'un qui a toujours été très gentil, qui fait attention aux autres, qui culpabilise énormément, mais quelqu'un qui a un mauvais fond, ça peut lui faire des choses horribles. Il y a quelqu'un On a qui une te petite demande. question là Ouais, vas-y. dans le chat, qui dit: «Est-ce que en parallèle, bah,
de ton processus de réhabilitation via le vélo, via la création de contenu, tout ça, est-ce que tu prends aussi des médocs pour l'abstinence? Non, ça fait, alors ce qui s'est passé, c'est que quand, j'ai été voir la première fois le médecin pour lui parler de mon addiction, il m'a mis sous antidépresseurs et anxiolytiques. Parce que en fait, comme c'est écrit dans le commentaire là, il y a un avantage et un inconvénient avec cette drogue-là. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne et c'est des drogues qui sont cérébrales. Donc en fait, c'est ton cerveau qui gère tout. Contrairement à l'héroïne ou à l'alcool où tu peux pas arrêter du jour au lendemain sans avoir de traitement au risque de crever. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand tu arrêtes de prendre du crack ou de la coke, du jour au lendemain, tu vas mieux. Tandis que quand tu arrêtes l'héroïne, les gens, vous avez vu des films, les mecs, quand ils arrêtent l'héroïne, c'est 15 jours horribles. Quand je dis 15 jours, je sais pas, je connais rien à l'héroïne. Mais avec cette addiction-là, la chance, c'est que tu vas tout de suite mieux, entre guillemets, et que tu ne risques rien, que tu peux partir à vélo du jour au lendemain sans aucun risque. Et donc, j'ai pris des antidépresseurs pendant 4 mois et quand je suis rentré en cure l'année dernière, avant ma rechute où je suis parti à vélo, c'était une cure qui aimait pas trop les médicaments. Ils ont réduit tout doucement les antidépresseurs et je suis sorti de là, sans traitement et depuis, j'ai aucun traitement pour quoi que ce soit et je veux pas de traitement, j'aime pas ça. En fait, pour moi, les médicaments, c'est une drogue aussi, j'ai pas envie de remplacer une addiction par une autre. Et d'ailleurs, pour les gens qui savent pas, c'est quoi la différence concrètement entre le crack et la cocaïne? Alors la cocaïne, c'est une poudre qui se sniffe. Pour en faire du crack, tu as besoin d'une cuillère, comme tu vois dans les films, d'une cuillère et d'autres choses. Je pense pas que ça soit important de dire, comment on le fait, mais voilà, c'est un truc qui se trafique, dans une cuillère et avec un briquet. La différence, c'est que, la cocaïne, les gens qui prennent de la cocaïne, la première fois, ils disent: «Ça fait rien». Bon, je connais d'autres personnes qui, la première fois qu'ils prennent du crack, ils disent que ça fait rien, mais en fait, ça a un effet 1000 fois plus fort, quoi. Enfin, pas 1000 fois, mais tu te prends une claque et ton cerveau, il s'arrête. Et c'est la différence entre, à la base, au début, parce que la cocaïne rend, au final solitaire à force dans l'addiction. Mais de base, c'est une drogue festive qui, moi, la première fois que j'ai pris de la coke, j'étais en boîte, j'étais commencé à parler à une meuf que je trouvais incroyable, depuis des semaines. Je réussis à lui parler alors qu'avant, j'aurais jamais réussi. Après, au fur et à mesure, ça t'empêche de parler. Tandis que le crack, tout de suite, tu ne parles pas, c'est une drogue de solitaire. Dès qu'il y a un bruit, tu es en parano. Enfin, c'est une drogue de merde, hein. Franchement, il y a rien de bon dans cette drogue. C'est une drogue qui te fait avoir des plus grosses paranos du monde, à croire qu'il y a les flics qui arrivent ou quelqu'un de ta famille. Tu passes tout ton temps à être à la fenêtre, à regarder s'il y a personne qui arrive. En fait, il y a aucun plaisir dans cette drogue. Mais en fait, les premières fois, ton cerveau, moi j'étais diagnostiqué, il y a 1 an TDAH, donc un cerveau qui s'arrête pas trop, c'est trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Moi, la première fois, j'en ai pris, ce qui a fait que j'ai aimé, c'est que en fait, depuis que je suis gamin, mon cerveau, il s'arrête pas. J'ai jamais réussi à suivre à l'école, j'ai du mal à suivre une conversation longue et des trucs comme ça et en fait, là, mon cerveau, il s'est arrêté, quoi. C'est ça que j'ai aimé au début. OK, bah, écoute, on va plonger un petit peu plus, dans ton parcours, hein, pas nécessairement, les mauvais aspects, de la période où tu étais addict, mais à tout à l'heure. Je voulais te demander, est-ce que tu suis l'actualité maintenant que tu es à vélo ou est-ce que ça se limite vraiment à ta création de contenu? J'ai jamais suivi l'actualité de base. Je la suis, de loin avec mon père. Moi, j'ai tous les jours mon père et ma mère au téléphone. Je sais que c'est le bordel, avec Trump, quoi, mais sinon, non, je suis pas trop là. Je sais qu'il y a une histoire d'avions qui ont été abattus par, alors du coup, pareil, j'ai des problèmes pour trouver les noms de pays. Il y a l'Israël et aujourd'hui, ils sont passés à l'Iran. Il y a l'Iran qui a abattu 2 avions, je crois, un truc dans le genre. Comment pense-t-il que le crack, la coke et l'alcool sont des faces d'une même peine, d'un cercle vicieux? Je pense que ce qu'il essaie de dire là, l'ami, c'est, est-ce que l'alcool n'est pas un vecteur de rechute? Si, si, c'est pour ça que j'ai arrêté de boire. En fait, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que le 1er décembre l'année dernière, le 1er décembre 2024, j'ai arrêté de prendre du crack, après l'avoir, dit à mes parents. Pendant quasiment 1 an, j'ai pas consommé, mais je continuais à boire un peu. J'ai jamais été alcoolique, mais j'étais très fêtard et en septembre, j'ai rencontré une nana avec qui on a passé une soirée à boire du champagne et bon, bref, la soirée a fait que je suis reparti dedans et aujourd'hui, je suis sûr à 100 que l'alcool est la source première re de la rechute, pour la cocaïne ou le crack. Enfin, j'ai rencontré des spécialistes, sur la route. Quand j'ai quitté Clermont-Ferrand, j'ai décidé d'aller à Bordeaux parce qu'il y a un gros centre, de recherche, de médecine
dont un gros pôle sur l'addiction. Et j'ai rencontré des grands scientifiques de l'addiction qui m'ont dit que par rapport au crack et à la cocaïne, ils avaient aucune piste sur des traitements, ils comprennent rien en fait à cette drogue. Si on dit que c'est la même, la coke et le crack, parce que en fait, c'est un effet très rapide. Contrairement à l'alcool, l'alcool, tu vas boire, tu prends une cuite, l'effet il dure longtemps. On le voit bien quand les gens ils partent en dégrisement, ils doivent rester des fois une journée complète avant que l'alcool il redescende à zéro. C'est toujours dans l'héroïne, c'est pareil apparemment. Je connais rien, mais c'est pareil. Le crack et la coke, tu prends une trace, 10 minutes après, t'as plus rien quoi. Et en fait, ils n'ont pas le temps de monter, enfin de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Il me dit, la seule chose qu'on sait, c'est qu'imaginons que ton cerveau, c'est une ville, enfin c'est une population. Tu as la population de l'alcool qui est la meilleure copine de la cocaïne et du crack. Ils discutent ensemble dans ton cerveau. Et en fait, si tu continues à boire de l'alcool, l'alcool, il va aller voir le crack en lui disant, allez, vas-y, on se fait une soirée ensemble. Pareil pour la coke et dans l'autre sens aussi. Donc, si tu veux maximiser tes chances de pas rechuter, il faut consommer aucun des trois. Parce que du coup, ils communiquent. C'est pas, et on va dire aussi, oui, il faut pas se prendre une cuite. Parce que quand tu prends une cuite, c'est là où tu te désinhibes et que tu gères pas trop ton cerveau. Mais tu vois, je peux pas dire que je suis des gens, mais je parle avec des gens qui qui essayent d'arrêter de prendre du crack, dont une personne récemment avec qui j'ai passé beaucoup de temps au téléphone et que j'ai rencontré quand j'étais à Lille pour les fêtes de Noël, à qui j'avais dit, faut que tu arrêtes de boire. Non, non. Elle me dit, oui, je sais, il faut que j'arrête de me prendre des cuites. Et je lui avais dit non. Et là, il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé en me disant qu'elle avait rechuté. Et je lui dis, ça s'est passé comment? Elle me dit, je sortais d'un oral, mais j'avais pas bu. Et en fait, elle m'avait dit jusque-là qu'elle avait pas, qu'elle avait arrêté de boire. Et là, je lui fais, mais t'es sûr de toi? Elle me dit, ouais, j'ai pris une cuite il y a 3 4 jours. Du coup, tu vois, en fait, l'alcool, il a un effet, en fait, pas que sur la soirée, parce que tu te prépares dans ta tête à sortir en soirée et à pas consommer. Donc, même s'il te désinhibe, tu fais attention dans la soirée à pas déraper sur ça. Mais en fait, l'alcool, il va revenir au moment où tu es le plus faible, tu vois, au moment où tu as un gros coup de stress parce que tu as cet oral ou une autre chose. Et c'est là qu'il va arriver. Et quand, en fait, tu as ce truc-là qui s'appelle le craving, donc une envie irrésistible de consommer, c'est là que, en fait, le démon de l'alcool va aller voir le crack en lui disant, vas-y, défonce-toi, tu vois. Je sais pas si j'ai bien tout expliqué, mais Ouais, en fait, te très bien. c'est au moment où tu t'y attends le moins que ça arrive. Et d'ailleurs, ça me vient comme ça, mais ça fait pareil avec la cigarette, quoi. Dès que tu bois, tu vas avoir envie de fumer, même si tu avais arrêté et cetera. Il y a un côté, association, pas nécessairement que l'alcool d'ailleurs, ça peut être après manger, ça peut être, dans un moment de fort stress et cetera. Il y a des associations comme ça, un peu chimiques qui se font dans le cerveau et qui font que l'alcool, par exemple, est très dangereux pour les rechutes. L'alcool, moi, je suis pas du tout du genre à dire que l'alcool, faut que tout le monde arrête de boire et tout. Mais l'alcool, quand tu as un cerveau qui a des facilités dans l'addiction, c'est le pire des démons. Enfin, l'alcool, ça permet beaucoup de choses, tu vois, parce que ça va te permettre de justement, tu vois, si tu es timide, de l'être un peu moins, de faire des choses que tu ferais pas, en fait, sans boire parce que ça a un effet quand même qui est différent des autres drogues, tu vois. Enfin, la coke, tu as besoin de prendre de l'alcool pour que ça marche bien parce que sinon tu as ton cœur qui bat à 10 000, tu es un peu stressé, tu as les mains moites, tout ça. Le pétard, ça te renferme un peu. Le crack, je t'en parle pas. Et tu vois, moi, je me rends compte là depuis 6 mois où j'ai arrêté de boire, c'est que tu vois, j'ai un côté où quand on me voit sur mon vélo, je suis un foufou, je fais le con, je déconne à fond. Je suis tout seul. Mais dès que je me retrouve avec des gens, parce que je rencontre beaucoup de gens quand je rentre, quand je suis rentré, les 2 fois où je suis rentré en France, j'ai rencontré du monde. Ils voient pas exactement le même personnage parce que je suis quelqu'un de timide, de réservé en vrai, avec des gens que je connais pas plus que ça. Tu vois, il y a des gens avec qui ça match tout de suite, ou là, du coup, je suis moi-même. Mais t'as pas ce truc-là où j'ai plus ce grain de. En fait, les gens peuvent limite être un peu déçus en me rencontrant parce que je suis moins fou que je le parais sur mon vélo, tu vois. Donc, du coup, j'ai un peu dérapé sur le fait que l'alcool, c'est de la merde, mais. Non, mais ça, c'est très vrai, hein. Il y a souvent chez les gens qui sont addicts sur ce type de produit, il y a ce côté un peu anxiété sociale qui fait que ça les aide à se sentir mieux, socialement. Mais ça, c'est un trait commun à beaucoup de gens, hein. L'alcool, les gens qui boivent en soirée, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se sociabiliser en soirée sans alcool. Mais même pas des gens qui sont addicts, hein. Le mec normal, tu vois? Genre s'il a pas 2-3 pintes dans le nez, il n'arrive pas à bien communiquer avec les gens, tu vois? Et Mm. c'est un travail, en fait, d'apprendre
Tu sais, on a tous notre phase où, bah, on va en soirée, on est étudiant, on se met des cuites, on rencontre des meufs, tout ça, c'est très bien. Mais je pense qu'après, quand tu deviens adulte, c'est important de réussir à sociabiliser dans des endroits comme des soirées, sans forcément être obligé de passer par de l'alcool. Alors après, moi, tu vois, ça m'arrive de boire quand même un petit peu, mais j'aime bien me mettre des challenges parfois et me dire: «Bah, ce soir, je bois pas» et c'est très bien, tu apprends des choses, tu vois ta soirée différemment et le fait de se réveiller sans gueule de bois après une soirée, ça, c'est par contre, ça, c'est incroyable, c'est une euphorie. Quand tu as pris l'habitude pendant des années, voire une décennie, de te réveiller en lendemain de soirée, d'avoir les yeux collés et d'avoir un mal de crâne de fou, quand pour la première fois tu te réveilles en lendemain de soirée sans gueule de bois, tu l'impression de renaître, quoi. Ouais, c'est vrai carrément et puis l'alcool freine un peu ton cerveau aussi, tu vois? Moi, j'ai vu une énorme différence entre, en fait, là, je suis arrivé à peu près à la même étape que l'année dernière où j'étais à quasiment là, je suis à quasiment 6 mois. L'année dernière, j'ai tenu 8 mois. La différence du personnage que je suis aujourd'hui et le personnage que j'étais l'année dernière, alors que j'ai dû me mettre 3-4 cuites dans l'année et le reste du temps, je buvais une bière ou 2 de temps en temps, tu vois? Avec mon père et des trucs comme ça, hein. Mais, mon cerveau, là, il s'est relancé 1000 fois plus qu'en 7 mois l'année dernière, en fait, hein. Enfin, c'est assez dingue. Donc au final, quand tu prends le pour et le contre, tu as peut-être un peu moins la tchatche avec, avec des personnes, tu es un peu peut-être un peu plus réservé, mais d'un autre côté, en fait, l'alcool, il va enfin, il va changer un peu le comportement que tu as, mais si ça passe pas avec une personne, en fait, et que tu vois que ça avec d'autres personnes que tu rencontres, tu as ce côté-là où tu redeviens foufou, c'est que, il y a cette alchimie-là avec ces personnes-là, donc ça se fait naturellement. Donc l'alcool va un peu forcer le destin de choses qui n'arriveraient pas en temps normal. Donc d'un côté, des fois, c'est un peu chiant, mais d'un autre côté, moi, je suis super content de j'ai plus envie de sortir de mon personnage, j'ai envie d'être qui je suis, tu vois? Quand je suis sorti en boîte, quand je suis passé à Barcelone en vélo, moi qui adore la musique, souterraine, hem, j'ai cette soirée-là, elle m'a marqué et elle m'a dit: «Antoine, tu boiras plus» parce que j'ai vu, les mecs qui sont bourrés, qui vont casser les Oui. couilles aux petits, aux gentils qui sont là pour écouter la musique, qui dansent, qui ont une tête qui donne un peu envie de te moquer quand tu es bourré, mais qui sont des gens gentils, en fait, qui sont là et qui acceptent qu'on leur casse les pieds et qui disent rien et les autres qui sont dans tous les sens. Enfin, moi, j'ai adoré mes 20 années où j'ai pu faire ça, mais je veux plus. Le meilleur sevrage contre la cocaïne, c'est d'aller en after avec des mecs qui sont complètement pétés à la cocaïne et ne pas en prendre. Moi, ça m'est arrivé un paquet de fois parce que j'avais plein de potes qui étaient à Paris là-dedans. Et je peux te dire que ça te sevre parce qu'en fait, les gens, ils se font des monologues. Ils ont l'impression d'être en train de communiquer avec quelqu'un d'autre, mais en fait, ils se parlent juste à eux-mêmes. Et c'est juste une bataille d'ego de à qui va dire le truc le plus intéressant, mais vu qu'ils s'écoutent pas entre eux. Mais pour C'est revenir un sur les enfer. soirées sobres, ouais, c'est un enfer. Pour revenir sur les soirées sobres, apprendre à se sociabiliser en soirée sans alcool, c'est un muscle. Ça se travaille comme, quand tu vas à la salle de sport. Si tu vas pour la première fois de ta vie à un fitness park, tu vas pas faire, 120 kilogrammes développé couché. Il va falloir que Mmh. tu le travailles, que tu apprennes à le faire et après tu vas réussir à être à l'aise là-dedans. Mais en fait, Ouais, c'est que tu es tellement habitué à chaque fois que tu es dans un lieu social comme ça, à te boire une bière ou un verre de vin, qu'en fait, bah, c'est devenu une solution de facilité pour ton cerveau. ouais et puis le truc qui aide pas non plus, c'est que, je suis quasiment tout seul depuis 6 mois aussi, quoi. Donc c'est pas toujours facile de recommencer à enfin, tu vois, des fois, je me rends compte, bon, à part quand je vais faire mes courses ou des trucs comme ça, je parle à personne. Là, depuis 10 jours, je parle à personne, tu vois? Donc c'est ça aussi, c'est que c'est pour ça aussi, d'un côté, que je suis content d'attaquer la route du retour, c'est que, je suis content aussi de retrouver «une vie normale» entre guillemets, et de revoir du monde et ouais, comme tu dis, refaire marcher ce muscle. Ouais, bah, du coup, c'est aussi essentiel, je pense, dans ce genre de situation, de changer d'environnement et changer de fréquentation, par là même. Ouais. Ça aide beaucoup, ça aide à prendre l'air. Après, il faut aller se confronter au réel aussi dans son environnement original pour voir si on a développé ce muscle. Alors on va partir un petit peu maintenant sur ton parcours. Yes. Je sais que dans la partie précédente, tu as mentionné l'épisode, de la restauration, hein, et de la drogue, en Ouais. restauration. J'aimerais, bah, pas nécessairement tu démarres d'où tu veux, tu es pas obligé de démarrer quand tu avais des Pampers, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à quoi ressemble ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené, on va dire la première fois à la drogue? Est-ce que c'était pour fuir quelque chose? Alors tout Est-ce que c'était un commence, pur hasard? moi je suçais pas mon pouce, je suçais les tututes. Non, je rigole. Non, moi j'étais dans un resto où justement on était des potes, on se marrait,
J'étais à l'école hôtelière aussi avant. J'avais rencontré un gars qui était plus vieux que moi, qui vendait de la drogue sur les parkings de boîtes belges, qui consommait plus au moment où on s'est rencontrés. Et en fait, on était 3 potes à ce moment-là, dont un, il y avait moi, on m'appelait le président dans cette école parce que, c'était une école où on était en costard-cravate et c'était une école publique, donc tout le monde dans l'école avait des costards un peu, bas de gamme, on va dire. Il y avait le gros Lascar qui venait jamais, en costard, qui était un de mes potes, et il y avait le Schnaau qui est un asiate. Donc c'était nous 3. On s'est retrouvés par hasard avec, le Lascar dans le même taf, à bosser ensemble, et puis, on s'est retrouvés à partir en boîte. Il y avait un autre gars qui s'appelait Antoine aussi, et puis en fait, le soir de mes 18 ans, le Schnaau, il craque, il reconsomme, il fait des énormes traces devant, il m'en propose, je dis que j'en veux pas parce que ça me fait peur de sniffer, je flippe vraiment en voyant, la poudre blanche, quoi, et puis là, il me fait: «Bah, si tu veux, j'ai un truc qui se fume», et moi, on va pas commencer au Pampers, c'est que j'ai grandi à l'étranger, mon père était expat. Je suis arrivé en France à 12 ans, j'étais au lycée français de Londres et de Barcelone. Pour te dire, le lycée français de Londres, j'avais le fils de Kadhafi dans ma classe, enfin, c'était un monde un peu à part, quoi. C'est pas par rapport à Kadhafi, mais c'est plus par rapport enfin, tu vois, dans ce bahut-là, il y a les filles de Madonna, enfin, tu vois, c'est un autre monde, quoi. Donc moi, j'y connaissais rien, j'ai toujours été un peu à l'ouest, et j'avais déjà fumé des pétards, et moi, quand il me dit: «Si tu veux, j'ai un truc qui se fume», bah, c'était un truc genre du pétard, quoi, et en fait, bah, c'était du crack. Donc c'est pas encore du tout pour me déculpabiliser et dire, «Beh, je savais pas ce que c'était», parce que je pense qu'au final, même si ce n'était pas arrivé ce jour-là, ça serait arrivé sur mon chemin un jour, j'aurais su ce que c'était, j'aurais fini par dire oui, parce que j'ai passé mon enfance dans les hôpitaux à me faire recoudre dans tous les sens parce que je me cassais tout. J'ai toujours aimé faire le con, j'ai toujours, voulu être un peu, je sais pas, enfin, tu vois, j'aurais fini par en prendre. Enfin, voilà, et donc et comme je disais tout à l'heure, mon cerveau, il s'est arrêté ce jour-là, et ça a été un soulagement de fou parce que, tu sais, tant que tu le sais pas que tu es TDAH, et enfin, tu vois, moi, je connais même pas ce terme, je l'ai appris, il y a un an, en vacances, en rencontrant un directeur de cure, Alors mais attends, juste pour expliquer pour les gens, TDAH, c'est quoi? C'est trouble de trouble l'attention, c'est ça? ouais, trouble de l'attention et de l'hyperactivité, c'est que tu pars un peu dans tous les sens, quoi. Tu pars un peu ton cerveau, il part dans tous les sens tout le temps. Mais quand tu es petit, tu te dis que tout le monde est comme ça, tu vois? Avec ce cerveau qui part dans tous les sens, enfin, donc ça a toujours été compliqué à l'école, je me faisais virer de tous les bahuts parce que j'ai ce côté cancre aussi, et ouais, ce jour-là, en fait, tu sais, moi, du coup, c'était il y a 20 ans, je réussis pas non plus à dire ce que ça m'a fait exactement à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est que j'ai aimé, quoi. Et puis, après, en fait, j'ai toujours été un grand fêtard, donc j'ai fini par prendre de la coke, j'ai pris des extas, du speed, du LSD, des champis, Et tout. alors justement, on va pas se concentrer trop sur l'aspect, voilà, la spirale infernale, à part Ouais, sur peut-être, une phase qui est assez intéressante. Il me semble que ce que tu racontais, dans d'autres, de tes contenus, c'était que tu avais gardé ça, tu prenais du crack et tu avais gardé ça secret tout ce temps-là. ouais, en fait, c'est ça, c'est que ce qui était pas secret, c'était tout le reste. À part pour ma famille, tu vois? Ma mère, elle se doutait que je faisais des conneries. Mon père, il pensait que je fumais des pétards. Mais, tout Lille, enfin toutes mes bandes de potes et même des gens que je connaissais pas, me voyaient justement comme le mec, enfin qui prend tout ce qui passe, mais ils s'imaginaient pas qu'il y avait ce côté dark derrière, où quand je rentrais, en fait, je prenais du crack, et tout le monde pensait, je pense, que je gérais, en fait, que j'étais un fêtard, mais un fêtard qui gère. J'étais jamais non plus dans des, tu sais, j'ai jamais cassé les couilles trop en soirée, tu sais, des mecs qui peuvent être violents ou des trucs comme ça. Moi, j'étais bête et je faisais rigoler la galerie, mais rien de, enfin, voilà. Mais c'est assez intéressant parce que, la plupart des gens ont une image, du crackhead, du crackman qui est, absolument, impossible de le cacher, tu vois? Avec, bah, tu l'as dit, violent ou alors avec des aspects un peu lunatiques, voire carrément qui devient complètement, Zombie? marginal, décroché de la société, qui dort dans une tente, qui fait des vols et cetera. Je dors dans Et une là, tente, hein, quand même. oui, non, mais on parlait de la colline du crack, tu vois ce que je veux Je dire? sais, je rigole, je Et rigole. comment t'expliques, en fait, est-ce que c'est courant? Est-ce qu'il y a plein de gens, en fait, qui prennent du crack et qui le cachent et qui ont une vie, en apparence tout à fait normale? Ouais.
T'en as, après je pense que c'est beaucoup les alors j'en parle rarement de ce truc de TDAH, parce que c'est un peu le truc à la mode où les gens vont, comme tu disais en début Oui. d'émission, se cacher derrière ça. Tu vois? Moi, l'année dernière, quand j'étais diagnostiqué TDAH, que mon compte, il avait déjà un peu pris, tout le monde, j'ai reçu des messages dans tous les sens: «Ah mais je suis sûr que je suis TDAH, c'est pour ça que j'ai une addiction» et Juste, fais une parenthèse là, c'est un truc qui est un peu à la mode chez les jeunes générations. Tu les gens qui ont entre 15 et 25 ans, ça a été romantisé dans la pop culture un petit peu. J'ai l'impression ils ont tous ce côté: «Ah ouais, mais moi je suis, I have, PTSD». Tu vois? C'est un peu devenu une mode de se dire: «Je souffre, vous pouvez pas me comprendre». Tu vois? ouais. C'est un peu un moyen pour les jeunes générations de se placer au-dessus des autres. «Non mais moi j'ai PTSD, tu peux pas comprendre, je souffre à l'intérieur». Tu vois? C'est romantiser ce truc-là de la souffrance. Mais il y a beaucoup de bullshit, j'ai l'impression, dans les, jeunes générations. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'en parle vraiment pas souvent et que, peu importe le cerveau et tous les cerveaux sont différents. On a tous une façon d'être différent. On a mis ce nom de c'est pas une maladie, mais de je sais pas comment on dit, sur du coup, on a ce truc-là, mais en fait, il devrait y avoir des milliers de catégories de cerveaux différents du coup, tu vois? Et c'est pas pour bon, enfin voilà, pour moi, c'est pour faut pas se cacher derrière un truc, c'est trop facile. Après sinon tu dis: «Bon, bah, c'est bon, je suis TDAH, j'ai le droit d'être un toxico, je continue. Enfin non, le but dans la vie, c'est de s'en sortir et d'avoir une belle vie. Donc moi, je voulais pas en parler, mais je pense que les gens qui prennent du crack et qui ont une vie normale sont TDAH. Parce que justement, il faut réussir à avoir un cerveau qui va dans tous les sens pour réussir à être un caméléon, quoi. Enfin, c'est pas le côté camé, mais le côté léon, enfin, tu vois, où tu peux réussir à cacher des choses que tous les cerveaux ne peuvent pas réussir à cacher, je pense. Bah, j'ai bien aimé ta petite blague, caméléon, pas le côté camé, mais le côté Léon. Du coup, voilà, il y a cette addiction, bah, qui te ronge de l'intérieur, que tu arrives à cacher assez longtemps quand même. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel a été le déclic? Comment tu t'es dit, d'un seul coup: «Bon, bah, je vais me faire moi-même violence et je vais me mettre sur un projet qui va m'occuper la tête, me changer d'environnement. Je vais Alors faire quelque chose qui me change la vie». c'est pas été aussi radical que ça. Le truc, c'est que pendant les 20 années de consommation, tu te rends compte qu'au fur et à mesure du temps, tu plonges de plus en plus, les 2 narines dedans, on va dire, mais que c'est de plus en plus la merde. Tu vois? Jusqu'à la dernière année où je consommais plus d'1 gramme par jour, que je gagnais bien ma vie et que j'avais plus de thunes, que ma meuf, elle me tège, que je retourne chez mon daron, que je lui pique du fric et en fait, le déclic a commencé ce jour-là où je pique du fric à mon père, il me grille. Mon père qui est anti-drogue vraiment fort, toutes les maladies cérébrales, à cette époque-là, je pensais, mais je me rends compte que il est pas comme je le pensais, mais je pensais qu'il allait me dire: «Tu dégages, quoi» et en fait, il m'a regardé, il m'a dit: «Antoine, on va s'en sortir. On va y arriver à 2». Parce qu'à ce moment-là, je lui avais dit: «Je te le dis, mais je veux qu'on le garde pour nous, je veux pas qu'on en parle à maman. Maman, on va la buter si maman est très sensible comme moi». Mes frères, à ce moment-là, ils avaient pas à le savoir non plus, enfin, et bref, se passe un mois où je continue à consommer, mais c'était un peu comme, je vais en revenir à la tutute où je faisais ma blague tout à l'heure, mais c'était un peu mon cerveau, tu vois, avec du recul, c'était comme si mon cerveau, il savait que ça allait être terminé, mais que tout doucement, on lui en enlevait un petit peu chaque jour qui passait, tu vois? Donc je réussissais à en trouver tant bien que mal et jusqu'à un jour où je me réveille, je dis à mon père, je dis à maman, je lui dis: «Le soir, je reprends 1 gramme», donc tu vois, toujours pas le vrai déclic et le lendemain, je sais pas pourquoi, il y a 3 musiques qui passent dans ma playlist, je chiale toutes les larmes de mon corps, je vois 20 ans défiler et je dis: «C'est fini». Enfin, c'est mon cerveau qui me dit: «C'est fini». On repart dans l'histoire de c'est une ville là-dedans et enfin, c'est, une population là-dedans. Inexplicable, enfin, c'est du surnaturel limite et ce jour-là, j'arrête. On commence à prendre, on avait déjà commencé à prendre des rendez-vous, avec des addictos, j'ai été suivi par une psy, tout ça, c'est très long, hein, les démarches, j'avais mis 1 mois et demi à avoir mon premier rendez-vous addicto, c'était avec un infirmier. Je sors de là, je lui dis: «Moi, je veux voir un médecin». J'ai rien contre les infirmiers, hein, mais tu sais, à ce moment-là, tu te dis: «Je veux quelqu'un qui a du level» entre guillemets, quoi. Puis je rencontre une addicto, qui me dit que ce que je fais, c'est bien parce qu'à ce moment-là, je suis clean depuis 2 semaines, je crois. Il me trouve une place en cure 4 mois plus tard. On décide de partir, en Inde avec mon père pour, continuer à couper le truc et voilà et puis je rentre d'Inde. Mon père et ma mère avaient organisé un planning d'1 an où j'allais être soit avec l'un, soit avec l'autre, mais jamais tout seul. Parce que tu vois, quand moi je leur dis que c'est fini, personne ne me croit, hein, ma mère, elle a un pote à lui qui était, dans les trucs d'addiction qui lui disait: «Tu vas être avec un camé enfin,
ton fils est un camé, il s'en sortira pas ou vraiment il va avoir beaucoup de chance. De ce que disaient les médecins à mon père, c'était pareil et donc c'est normal qu'il me croient pas au début et qu'il mette ça en place. J'ai une chance de ouf, tu vois, qu'il s'occupe autant de moi et en rentrant d'Inde, je vais chez ma maman. Donc mon père habite en Bretagne, là où j'habitais aussi avec mon ex. Ma mère habite à Lille et donc je pars à Lille après l'Inde. Je décide du jour au lendemain de m'acheter un vélo et de partir en cure, à vélo de Lille à la Bretagne. C'est là qu'est né un peu ce truc-là du vélo, quoi. Donc je traverse la France du nord à l'ouest, en faisant des gros détours, il y avait 600 bornes de base, j'en fais 1 200 en 9 jours, ce qui est quand même pas mal, pour quelqu'un qui fait pas de sport et j'arrive en cure, heureux de ce que j'ai accompli, incompris, en cure parce qu'au final les gens qui arrivent en cure, ils arrivent, en ayant consommé la veille. J'étais le seul qui était clean depuis 5 mois, ça a été 6 semaines assez compliquées. Je m'entends pas très bien avec, le système médical en plus, mais il y a ce truc du TDAH qui arrive quand même, d'où je sais que ça a rien changé dans ma vie, mais tu vois, je sais que quand même, ce cerveau, il est chelou, quoi. Enfin, mais je me dis: «C'est pas pour autant que je vais me donner une excuse», enfin voilà, il est chelou, mais maintenant, en fait, le truc, c'est que la consommation de drogue, d'alcool, tout ça, empêche ton cerveau de «grandir» entre guillemets et tu restes, tu vois, je suis devenu adulte à 36 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. C'est certains trucs que les médecins m'ont dit quand même où je suis assez d'accord avec eux et puis, après les mois continuent à passer et je rentre faire la braderie de Lille, je rentre faire la braderie de Lille, je rencontre une nana qui a un coup de foudre pour moi, je lui raconte tout mon parcours. Je lui dis que je suis clean depuis autant de temps, elle me dit qu'elle veut prendre soin de moi, qu'elle veut m'aider, qu'elle veut être là pour moi, même si je rechute, tout ça. On décide de partir en week-end, à 2 à Bruges, on se loue un super truc avec sauna, hammam, jacuzzi, champagne. On boit 2 tailles de champagne et là, elle me sort qu'elle veut prendre de la coke. Je lutte pour dire non, et puis, le fait d'avoir confiance en elle, même si je la connais pas depuis longtemps et l'alcool, tout ça qui désinhibe, j'avais un peu mis mes tu sais, mes trucs pas mes barrières, mes protections, je les avais un peu mis de côté et puis on part pour aller chercher de la coke. Elle se met à vomir sur la route, du coup, moi, je vois plus la coke, mais le crack. Je vais la coucher, je transforme la coke en crack et je rechute. Ça part en couille totale avec cette meuf. Je retourne chez ma mère et là, plutôt que de lui en vouloir à elle, enfin si, je lui en voulais énormément, mais plutôt que de lui dire fortement, enfin de devenir mauvais avec elle, je me venge, sur le dealer, quoi. Là, c'est 10 jours où, j'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Tout ce que j'avais mis en place depuis quasiment 1 an, tout des projets de vie parce que j'avais ce truc de vélo ou quand j'étais en Inde, mais c'était même avant le vélo, mais j'avais dit à papa: «Je veux rentrer à pied d'Inde». Enfin, tu vois, j'ai toujours aimé le voyage, enfin, tout ça, Un c'était un co anéanti. un côté pèlerinage que tu avais dans la tête, Ouais, quoi. ouais et tout ça anéanti. J'avais plus qu'une chose, tu vois, quand je te parle de ce démon qui est là dans ta tête et que tu peux rien y faire, il y a ce démon qui était là 24 heures sur 24 à dire: «Vas-y, consomme, consomme encore, 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 encore». J'ai dépensé 3000 balles en 10 jours, j'étais à 4 5 grammes par jour de crack. Tu dis ça même, dans la colline là-bas, ils vont dire: «Ah ouais, il est bon lui». Enfin, c'était, j'en tremblais la nuit, j'ai jamais tremblé pour ça. C'était, je partais dans la rue, je me cachais sous des arbres pour en prendre. Enfin, c'était un sketch, quoi. Jusqu'au jour où ma mère me regarde dans les yeux, qu'elle me grille avec une cuillère en train de faire mon truc. Elle m'avait jamais vu, ma mère, pendant 1 an, elle m'a vu clean en mode, elle a jamais vu le mec qui était mal. Mon père m'a vu, dans le moment où ça allait pas, mais elle, donc c'est gros choc. Elle me dit: «Antoine, tu vas me buter à te mettre dans un état comme ça, quoi». Et dans ce moment-là, tu vois, j'ai encore plutôt ma mère, c'est que enfin, maintenant mes 2 parents sont tout ce que j'ai, même mon frère, mes frères, mais ma mère, on a vécu le divorce ensemble. Enfin, tu vois, mes frères, ils étaient déjà partis en école supérieure. Ma mère, c'est vraiment, quelqu'un de très, 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 très important et à ce moment-là, je pense même pas la prendre dans mes bras, je retourne dans ma chambre pour en reprendre, quoi. Et dans la nuit, plus de dealers qui répondent, plus de cam, et là, tu ton cerveau qui se remet un peu en route et qui te dit: «Putain, mais c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, quoi». Et là, je me dis, l'hôpital non, je cherche des solutions et je fais: «Bah, je vais essayer de repartir à vélo». Mon frère, il était en Bretagne, là où il y avait mon vélo, il habite à Paris, je lui dis: «Vas-y, prends mon vélo si tu peux, ramène-le chez toi, je vais essayer de partir à vélo, quoi». Et je continue à consommer, hein, j'arrive pas à m'arrêter et j'avais aucune envie de pédaler à ce moment-là. C'était vraiment, tenter un coup de poker, sans y croire vraiment, hein. «Ouais, je vais essayer ça, mais
Et puis 2 jours plus tard, il rentre, je vais chez lui, j'ai la chance qu'il m'accueille alors qu'il a 2 enfants, tu vois? C'est quand même chaud. Enfin, tu vois, là, on parle pas d'une petite boulette de bœuf qui peut tomber par terre, dans la maison, quoi. Enfin, donc encore une fois, j'ai énormément de chance avec ma famille et puis j'arrive chez lui, je redescends, je consommais encore dans le bus, pour aller à Paris, hein, pour te dire. Enfin, enfin pas dans le bus, mais aux arrêts de bus, je consommais. En arrivant à Paris, j'ai reconsommé, je suis juste arrivé chez lui les poches vides, mais dans les états où tu es comme ça, où tu consommes tant autant, tu peux en avoir sur toi sans le savoir. Enfin, tu comptes tout ce que tu as, mais tu pas tout ton cerveau. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'il m'accueille. Je lui avais dit: «Moi, j'arrive et je repars». J'avais tellement honte de ce que je faisais que je voulais même pas parler. Pendant 10 jours, j'arrivais pas à parler, hein. Ça m'a coupé la bouche. Enfin, cette drogue-là, elle te lobotomise, quoi. Au final, je reste 3 jours parce que je tombe de fatigue. J'ai mes petites nièces qui sont trop mignonnes avec moi. Je lutte. J'ai encore ce truc-là où je veux consommer, mais je lutte parce que je respecte mon frère et j'aime mes nièces et tout ça. Et puis, le samedi, ils partaient en vacances. Ils m'avaient proposé de partir avec eux et je leur avais dit: «Non, c'est repousser le truc» et donc je suis obligé de partir, quoi. Et donc j'ai dit: «Je fais cap au sud». On est le 15 octobre, c'est l'hiver qui arrive, temps de merde. Je dors sous un pont à quelques bornes de Paris. Avec ma tante et puis en fait, je fais 60 bornes je crois le premier jour pour sortir de Paris et être à un endroit où je vais pas me faire dépouiller quoi parce que j'ai quand même une petite tête de bourgeois, enfin tu vois sous un pont, tu sais ce qu'il y a dans les alentours quoi, enfin et puis je continue, j'ai un pote qui habite à Clermont-Ferrand, je lui dis, «Je veux mettre aucun objectif mais si jamais, cap au sud c'est, tu es sur mon cap, quoi. Est-ce que tu m'accueilles chez toi? Est-ce que je peux passer te voir, quoi? Il me dit: «Oui». En fait, quelques jours plus tard, j'arrive à Clermont-Ferrand. Sur la route, en fait, avant que je parte, mon père, ma mère, mon frère me disent: «Antoine, par contre, reprends l'Insta que tu avais commencé quand tu es parti en cure». Parce que l'Insta, je l'ai commencé, Alors, je t'interromps juste pour dire qu'au final, cette épopée à vélo avec laquelle que tu utilises comme thérapie quelque part, hein, ce voyage à vélo, n'est pas le départ, au final, c'est l'aboutissement de tout un processus. ouais, c'est l'aboutissement quand je pars en cure, c'est le départ quand je rechute. Parce qu'il se passe 2 jours sans consommer avant que je parte à vélo. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis parti, tu vois? Donc je suis quand même vraiment je suis parti du jour au lendemain et les 2 voyages étaient, j'ai acheté mon vélo, 2 jours après, je partais pour la cure. C'est que le truc a pas été du tout réfléchi. Enfin, tu vois, je suis vraiment parti à l'arrache totale et je sais Ouais, pas mais si est-ce que ça c'est pas répond à mieux ta comme question? ça? Ah Est-ce bah, que ouais, c'est non, pas non, mieux comme ça au final? Si tu y avais ah bah, réfléchi, tu est-ce peux que pas, ça de toute c'est façon, voilà. tu peux pas. Mais même pour quelqu'un partir en voyage ou des trucs comme ça, c'est vrai que tu peux préparer des voyages, mais réfléchir trop à un départ en voyage, tu pars jamais. C'est le plus dur, c'est de franchir le cap. Une fois que tu es parti, c'est bon, mais le plus dur, c'est de se lancer. Là, À quoi ça j'avais pas de alors cerveau, à quoi donc c'était facile, tu vois? Alors, un départ, non prévu et un peu dans la précipitation, à quoi ça ressemble ton quotidien? Est-ce que déjà dès le départ tu documentais, sur Instagram? Et ouais, à quoi ça ressemble ton quotidien, surtout comme ça, parti au pied levé? Au début, j'arrivais pas à parler. Les 3 premiers jours, j'arrivais toujours pas à parler, donc j'écrivais un peu, je prenais des photos, je disais un peu ce qui se passait. Puis en fait, j'ai tout de suite fait des rencontres de ouf. 2 jours plus tard, je me fais accueillir par un ancien héroïnomane qui est clean depuis 30, 20 ans, tu vois? Qui te montre que c'est possible. Enfin, Donc en fait, là, tu sur qu'on reprenne la chronologie, là, tu étais en route vers Clermont-Ferrand, c'est ça? ouais, ouais. OK. Ouais, ouais, là, je suis à 200 bornes de Paris et je me fais accueillir chez un gars qui est un ancien toxico à l'héroïne, quoi. Tu l'as rencontré comment ce mec-là? Via Warm Shower, c'est une application pour les cyclistes qui, en fait, si tu fais du vélo, on t'accueille et si tu fais pas de vélo, t'accueille. Donc c'est Ah une OK. sorte de Airbnb gratuit et en fait, c'est ça, c'est que, depuis 6 mois, bon, moins maintenant, une fois que depuis que je suis en Espagne parce que c'est un voyage seul, mais en fait, toute la route de ces 200 kilomètres-là jusqu'à, l'Espagne, ça a été que des rencontres comme ça qui me montraient qu'il fallait que je pédale et que je continue, quoi. Et que j'allais m'en sortir, au final. Et à quoi ça ressemble? Il y a eu 2 voyages. Il y a eu le voyage en France et il y a eu le voyage en Espagne et au Portugal. Mais, le voyage à domicile, on va dire, en France, ça a été, de passer de maison en maison, de me faire accueillir par des gens incroyables et de pédaler, d'en chier un peu quand même parce que, ça a été beaucoup de pluie la France. Beaucoup, 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 beaucoup de pluie. Les gens, ils se demandaient au début: «Mais il va vite arrêter?» parce que les 15 premiers jours, j'ai eu que de la flotte. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc avec ce cerveau qui n'arrête jamais. Quand il pleut, je ne pense pas à la souffrance dans mes jambes, je pense à comment, ne pas avoir froid, comment nana Ouais, et ça me permet que co les journées passent beaucoup plus vite
quand j'en chie que quand, tout est plat et il fait beau, quoi. Au final, déjà là, de ce que tu dis, ça veut dire que vu que tu es inscrit dans un process, tu fais quelque chose, beh, ça t'évite de penser à d'autres choses et au final, même là, ce que tu dis sur la pluie et tout, c'est se concentrer sur l'instant présent. Tu as des Ouais. perspectives, tu vas quelque part et tu te concentres sur l'instant présent. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et donc, en fait, j'arrive à Clermont-Ferrand, j'avais prévu d'aller à Marseille parce que j'avais des gens que je voulais voir là-bas. Mais Instagram, a fait changer ma route parce que du coup, je sais plus comment ça s'est lancé. J'ai dit: «Est-ce que vous voulez bien m'accueillir? Je vous fais à manger». Et là, c'est un peu ça aussi qui a fait buzzer le compte, je crois. Et là, en fait, si je voulais, je m'arrêtais tous les 20 bornes, de Clermont-Ferrand, en passant par le Massif central, mais que des points paumés, le Périgord, tout ça, tu sais, des endroits où il y a personne. Et je pouvais m'arrêter tous les 20 kilomètres et je m'arrêtais tous les 50 ou les 100, enfin, je sais plus. Et pour arriver jusqu'en Espagne, où là, c'était au final, c'était facile parce que, je pédalais, j'arrivais chez quelqu'un, je me lavais, j'avais un lit, j'avais un repas parce qu'au final, je pense que j'ai dû faire à manger 3 fois sur 1 mois parce que les gens, ils me disent: «Bah, tu es fatigué, je t'ai préparé quelque chose». Donc mais des gens incroyables, trop gentils. Et puis après, là, tu arrives en Espagne et tu passes d'un endroit où sur la fin de la France, il y a quelques personnes qui me disaient bonjour, qui me reconnaissaient sur la route, tu vois? Et arrivé en Espagne, là, tu es plus personne. C'est une langue que je parle vu que j'ai grandi à Barcelone, mais tu plus chez toi et le climat change. En fait, les Pyrénées, ils arrêtent les nuages de la France et donc j'ai commencé à planter ma tente. Un peu plus, j'avais planté 4 5 fois en France, hein, pas plus. Et puis, et là, les journées, ça ressemble à, le soir ou le matin, tu fais moi, ce que j'aime bien, c'est au jour le jour, tout le temps. Parce qu'en fait, en avançant, tu regardes ta carte, tu vois des trucs, je sais pas, ou c'est l'instinct qui me le dit, mais ah, faut que tu ailles peut-être tu ailles par là, par là. Donc je me fais une sorte d'itinéraire tous les jours, depuis le début, hein. J'ai jamais eu plus de 2 jours d'itinéraire de fait à l'avance et c'est où est-ce que je vais, combien de temps je pédale à peu près et qu'est-ce que je mange. J'ai une question là qui me vient comme ça. Quand tu dis que tu as ta tente et que voilà, tu vis un peu au jour le jour en faisant ton itinéraire, au fur et à mesure que ça se dessine. Tu fais du camping sauvage là, que ce soit, Ouais. en France même? J'ai jamais été en camping. J'ai jamais, j'ai payé beaucoup de chambres d'hôtel parce qu'au Portugal, c'était les inondations, tout ça et j'avais pas le choix. Mais quand je dors dehors, je dors dehors, quoi. Enfin, en fait, je cherche c'est ça, c'est que, du coup, tu fais ton itinéraire et tu fais en sorte d'arriver à un endroit où tu vas avoir un beau spot. J'ai fait attention, à part le soir où la 1re nuit où j'ai dormi sous un pont et il y a dû y avoir j'ai une autre au tout début en France. Mais tu sais, au début, j'étais pas un aujourd'hui, je peux limite dire que je suis un aventurier. Ça fait 6 mois quand même que je suis parti. Mais au début, j'étais un petit, un petit gars normal qui part avec son vélo et qui a peur des araignées, quoi. Est-ce que tu préfères, là, avec un peu tes 6 mois de recul, est-ce que tu préfères quand tu trouves un bon spot et tu fais, une soirée de camping sauvage ou est-ce que tu préfères un peu baliser, trouver une chambre d'hôtel et cetera? Ce que j'aime aujourd'hui, c'est le rythme que j'ai là depuis qu'il fait beau. C'est 7 nuits dehors, 1 nuit à l'hôtel. Donc j'aime la nature. Non, c'est fou, tu te fais un coup déjà, tu sais, je suis cuisinier, donc je pense quand même toute la journée à ce que je vais faire à bouffer, quoi. Enfin, Attends, je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu peux leur expliquer ce que tu as mangé? C'était quoi? Avant-hier, tu as mis des chips, tu fais une soupe avec des non mais attends, chips. Alors là, moi, je m'étais dit: «C'est un cuistot, il va nous faire un truc magnifique». J'ai vu ça, je me suis dit: «Mais comment il peut manger ça, quoi?» non, mais attends, mais c'était un sketch là aussi. C'est le truc, c'est que alors je suis cuisinier, j'aime bien manger, mais il y a des trucs où j'aime bien aller au McDo aussi. Bon, là, on était loin du McDo, mais j'aime bien la soupe au poules au pot, là, et des pâtes et un bouillon cube dedans. Et j'ai couillé, j'ai pris un bouillon de poisson. Et j'aime bien le poisson cru, mais j'aime pas le goût du poisson, quoi. Et là, Horrible tout ça. j'ouvre le truc, je fais putain, il pue son bouillon de poulet. C'est quoi ce truc? J'en mange dans la bouche, je fais putain, il est vraiment pas bon, mais je le mets quand même. Et j'avais plus beaucoup d'eau ce soir-là en plus. Donc là, je fais chauffer et là, je fais putain, ça pue vraiment, hein. Et je regarde, je vois pescado, je fais putain, merde. Et donc, je mangeais des pâtes sans sel, sans beurre, c'est pas possible. Et 3 jours plus tôt, je sais plus pourquoi j'ai acheté des Cheetos, alors je mange jamais de chips. Et là, je fais bah putain, je vais faire des pâtes aux Cheetos, quoi. Mais en vrai, je te jure, c'était pas si dégueu que ça, hein. Il manquait les petits jalapeños, mais ça faisait des sortes de mac and cheese, de mac and Cheetos, quoi. Moi, j'ai une théorie Et sur les chefs. Dans tous les restos où j'ai taffé, parce que je faisais du service à l'époque, les chefs, ils mangeaient que de la merde. Parce qu'en fait, ils ont tellement, ils passent toute leur soirée à dresser des tables, des machins,
quand ils ont envie de se bombarder avec un grec bien sale et en général, quand ils sont chez eux, ils ont tellement la flemme de cuisiner, qu'ils Ouais, mais mangent que de la junk food. on m'a souvent dit que j'étais, l'exception qui confirmerait la règle, pas que pour la bouffe, mais regarde, je suis fin. Non, je suis quelqu'un qui aime pas la bouffe grasse du tout, j'adore les légumes, je suis pas alors j'aime bien les grecs aussi de temps en temps, mais les bons grecs. Souvent on me disait que c'était cool de travailler avec moi parce que je faisais bien à bouffer pour le perso, parce que pareil dans la restauration, tout le personnel se plaint de la bouffe, qu'on mange. Donc là-dessus, non, je suis un peu différent et sinon je me suis quand même enfin, tu vois, souvent, je reçois des messages: «Putain, tu m'en» parce que tu me parles de ces des cepato Cheetos, mais tu as pas vu le risotto aux asperges 2 jours plus tôt quand même? Non, Donc j'avais je pas tu vois, regardé. non, mais Alors t'inquiète. là, tu vois, là, il y a un truc qui m'intéresse, c'est qu'on parle déjà de l'interaction entre, bah, ton voyage physique, ton épopée et ce qui se passe avec Instagram, les gens qui commentent ou pas ce que tu bouffes et cetera. Mais on a pu voir un petit peu plus tôt ce que tu disais, c'est que l'interaction a commencé avant. C'est-à-dire que même ton voyage, au départ, tu avais un objectif, une destination en tête, bah, elle a changé petit à petit grâce à l'interaction que tu as eue avec des gens qui se sont intéressés à ton parcours. Et on va s'intéresser un peu à ça. Tu as fait beaucoup de rencontres intéressantes, de e-rencontres, hein, de rencontres virtuelles intéressantes depuis que tu fais ce périple documenté? Ouais. Ouais, 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 si, si. Si, si, j'ai fait non, je me marre tout seul, mais en fait, j'ai fait des e-rencontres qui sont devenues des vraies rencontres. Des gens qui me proposaient d'aller chez eux, moi, je reparle souvent d'eux parce que c'est quand même tu vois, on parlait de la guerre et tout. Je suis allé chez un couple qui vit en autarcie, je crois, c'est comme ça qu'on dit, qui ont une ferme en permaculture. Autonome là, un petit peu en Ouais. autonomie? Qui eux se préparent à la fin du monde, mais pas à cause de la guerre, à cause du réchauffement climatique. Rencontre de dingue. En plus, le couple se rencontre sur Tinder, Suisse, donc c'est 2 Suisses. Lui était dans la gestion de patrimoine, elle travaille dans la mode, donc pas couturière, mais un truc, Ils vont voir un film au cinéma qui s'appelle Demain, je crois, qui est un magnifique film apparemment. Il faudrait que je le regarde parce que je le dis souvent et en sortant, lui, il a des origines haïtiennes. En sortant du film, il dit à son date: «Je pars à Haïti, créer une asso pour aider, les gens dans le besoin là-bas. Mais je vais faire un stage en permaculture avant pour que je puisse faire de» elle lui dit: «Je viens avec toi». Ils se barrent à Haïti, les 2. Ils sont Puis obligés de attends, revenir. Haïti, c'est pas la destination la plus romantique du monde, hein. Ben non! Alors quand on dit Haïti, ça sonne comme Tahiti, mais c'est pas Tahiti, quoi. Ils du coup, ils partent là-bas, ils sont obligés de repartir parce que menace de mort, parce que du coup, c'est la mafia qui tient l'île et ils veulent pas de gens qui aident les gens dans la merde, mais ils sont partis en 4e vitesse, sans rien. Ils rentrent, grosse dépression et tout et lui, il avait vu que la ferme où il avait fait son stage, elle était en vente, qu'elle avait été vendue. Il appelle quand même le gars et lui dit: «Non, au final, je l'ai pas vendue, j'ai pas senti le gars», et là, le mec que j'ai rencontré, je lui dis: «Bah, j'aimerais bien te la reprendre, mais j'ai pas l'argent» et le mec, il lui dit: «Bah, tu peux t'installer là et quand tu as une banque assez folle pour te donner du fric et ben, tu me payeras» et puis au final, ils ont lancé le truc, ils font du Airbnb, tout ça. Ils sont en train de rembourser leur crédit tous les mois. Ce qu'ils me disaient, ils savent pas comment ils vont payer, mais ils réussissent à payer et ils ont fait une ferme, mais incroyable. Enfin, c'est tout pousse grâce à enfin, tu vois, il y a les poules qui vont manger enfin, ça paraît un peu classique, mais en fait, il y a certains arbres qui, ont, certains insectes, mais du coup, il y a certains autres animaux qui vont manger ces insectes-là, mais pas d'autres. Donc en fait, tout est construit d'une façon de ouf dans cette ferme avec des yourtes et tout, enfin bref. Il y a ça, des gens qui ont découvert que leur mari était addict, au bout de 20 années de mariage, Est-ce que parmi ces rencontres, ces contacts, il y a des gens qui ont eu, soit le même parcours que toi, soit des problèmes similaires et qui aimeraient, qui veulent parler avec toi, qui veulent que tu les accompagnes ou bien qui veulent passer du temps avec toi pour échanger sur leur, bah situation? alors, je reçois des centaines et des centaines et des centaines et des centaines, de messages. Je commence à avoir du mal à répondre. J'ai toujours dit que je répondrais à tout le monde. J'ai répondu depuis le début. Là, ça fait un mois que je commence un peu à saturer. Il y a énormément de personnes qui sont dans le même état que moi, enfin qui sont dans le même, qui ont le même problème que moi j'avais, on va dire. Moi, j'avais un projet en plus de continuer mon voyage jusqu'au Maroc, de faire venir un addict avec moi, ça part un peu dans tous les sens là, mais en fait, il y a beaucoup de gens, il y a des gens avec qui ça matche plus, il y a des gens avec qui je parle quotidiennement, d'autres moins. En fait, le truc, c'est que du coup, Insta, c'est mal foutu pour gérer les discussions. Moi qui suis un peu, du coup, tu sais, je me perds je m'excuse auprès de tout le monde, mais il y a des gens avec qui je commence à parler, mais tu as 100 messages qui arrivent, tu retrouves pas les messages. Enfin, c'est trop galère. Donc, je me perds un peu dans tout ça et c'est ça ce qui se passe, c'est que du coup, là, j'arrive au sud de l'Espagne. J'ai des trucs
me sont tombés dessus, qui font que, soit je disais, un peu: «Fuck l'État, je continue», ou soit, je rentrais. Donc si je continuais, c'était justement parce que j'ai un vélo qui m'attend pour prendre un premier addict avec moi au Maroc, c'était le projet depuis le départ. Ça serait Heu incroyable ça, que tu prennes un gars en day one Ouais, de ouf. et que tu essayes de l'accompagner et que tu documentes un peu le process, quoi. C'était ça, c'est le projet depuis que je sais que je m'en sors, que ça va le faire, que je mets entre parenthèses, mais que je vais vraiment pas abandonner. Parce que j'ai même le vélo qui est arrivé, tu vois? Il y a un gars qui m'a dit: «J'ai un vélo à Casablanca et je te le donne». Enfin, tu vois? Il y a que des trucs de fou. Mais, tu vois, depuis que je me dirige vers le Maroc, depuis quelques jours, donc il y a ce truc-là où, je dois régler des choses avec l'État, on va dire. Et il y a aussi un où je me dis: «Antoine, tu es parti il y a 6 mois en mode, tu te sauves». Il t'est arrivé plein de trucs, que ce soit la télé, les scientifiques que j'ai rencontrés, j'en oublie tellement il y en a eu. Mais tout ça, c'est que du brouillon, en fait, depuis le début. Je suis en train d'écrire une page et ce truc-là de prendre un addict avec soi, c'est pas n'importe quoi. Enfin, déjà partir avec quelqu'un que tu connais pas, c'est pas n'importe quoi, mais partir avec quelqu'un qui est dans l'addiction, ça c'est compliqué à gérer. En fait, c'est pour ça que, là, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit, les médecins disent: «Il te faut 1 an pour être vraiment bien, clean». Donc j'ai décidé de remonter tout doucement. Je vais me mettre autant de temps que j'ai mis à descendre, pour remonter, pour rentrer à Paris, ville où j'aimerais bien rester quelque temps, le temps de tout régler, tout, lancer l'association un pas après l'autre parce qu'elle est même pas lancée cette asso, tu vois? J'ai reçu des dons parce que j'ai fait un nouvel an solidaire, j'ai eu plus d'argent qu'il ne le fallait et donc en Justement, fait j'allais un peu te poser la question. Est-ce que vu que tu es enseveli quelque part de messages, est-ce que l'idée de monter peut-être pas un business, mais une activité, on va dire, rémunératrice pour pouvoir déjà filtrer, ces demandes et puis, peut-être, voilà, accompagner des gens, à leur apporter de la plus-value ou bien simplement leur proposer qu'ils voyagent avec toi, ça t'a traversé l'esprit? Ouais, carrément. Mon projet, c'était de faire ça avec une seule personne, ça aurait été tout frais payé pour lui. Avec les dons que j'ai déjà eus, je pouvais lui payer son billet d'avion et le faire venir et le nourrir et tout ça sur place et avec le vélo. Et dans le futur, en fait, pour moi, pour sortir de l'addiction, faut casser un peu son quotidien. T'as pas le choix. Après, les gens, ils vont dire: «J'ai des enfants, j'ai un métier», des trucs. Tu peux te mettre en arrêt de travail, tu peux, les enfants, les enfants, tu les fais pas tout seul, donc ça veut dire que le mari, ou la femme peut les gérer quelque temps. Enfin, il y a des solutions à tout. Je sais que tu peux pas partir 6 mois, mais partir un petit peu, presque tout, pas tout le monde, mais une majorité des personnes le peuvent. À la base, du coup, c'était un truc qui serait entièrement offert, mais ce que je veux aussi, c'est rentrer pour mettre ce projet vraiment en place, essayer une fois avec une seule personne pour voir comment ça se passe, et après, en fait, faire grandir ce truc-là, et pourquoi pas en lancer une sorte de thérapie de rupture dans le voyage. Parce que pour moi, en redécouvrant, parce que tu perds un peu tous tes sens quand tu es dans l'addiction. En redécouvrant tes sens, tu reprends goût à la beauté des paysages, aux odeurs, à l'ouïe des oiseaux, enfin, tu vois, de tout ce que tu vois, et moi, ce qui me fait, moi, j'ai arrêté pour mes parents de prendre de la cam. Au bout de 2 mois, 2-3 mois, 2 mois, je me suis rendu même pas, hein, même pas, je me suis rendu compte que j'arrêtais pour moi, tellement la vie, elle est belle, en fait, grâce à tout ce que je découvre sur la route. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour les gens d'avoir le déclic et d'avoir les clés en main pour après, avant de céder à la tentation, de se dire, «Je suis quand même mieux comme ça sans rien, quoi». Donc ouais, c'est le pr mon Moi, ma je il y a finis quelque juste, ma chose. vie, elle tournera Vas-y. plus autour de la restauration, où ça sera mélangé, parce que la bouffe peut f mais je retournerai pas m'enfermer dans une cuisine. Aujourd'hui, mon futur, il est dans l'addiction, mais contre l'addiction, tu vois? C'est ma 2e C'est vie, elle sera là-dedans. c'est Je la sais pas nouvelle encore voie que tu as exact. découvert? Ouais, 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 j'ai toujours aimé, tu sais, la restauration, c'est un métier où tu aimes faire plaisir aux gens. J'ai ce truc-là où j'aime faire plaisir aux gens,
J'aime faire du bien aux gens. Je suis heureux d'avoir lancé cette page-là parce que, je fais du bien aux gens sans m'en rendre compte au final. Tous les messages de remerciement que je reçois où moi j'ai pas l'impression de faire grand-chose, mais j'ai envie de monter à un cran supérieur et vraiment aider en fait. Et c'est le projet, ça va être le projet de ma vie une fois que je serai rentré pour repartir sûrement, mais là il faut un retour case départ pour, transformer ce brouillon en une vraie belle page quoi. Quelque chose de structuré. Il y a quand même une leçon à en tirer, c'est qu'au départ, on part d'une mauvaise expérience d'un, on va dire, d'un cercle vicieux problématique. Mmh. Sans trop se poser de questions, bah, tu fais des choses. Alors c'est bizarre à dire comme ça, hein, mais parfois, bah, voilà, tu t'extrais de ton environnement. Les Anglais, ils ont une phrase pour ça, ils appellent ça: «You can just do things». Tu peux juste Ouais. faire des choses. Tu fais des choses un peu au hasard. Au final, bah, ça t'apporte plein d'opportunités et ces opportunités vont peut-être te permettre de trouver un projet de vie déjà qui va t'extirper de ta situation et faire un truc qui te plaît. Et de l'autre côté, ça génère de l'enthousiasme et probablement des gens qui seraient prêts à payer pour voyager avec toi. Qu'est-ce que ce serait ton conseil pour quelqu'un, même s'il n'est pas addict à la drogue, même s'il trouve juste qu'il a une vie de merde ou qu'il s'emmerde, qu'est-ce que ce serait ton conseil du coup, même si on s'en doute, pour toute personne qui voudrait changer de vie, voilà. Partir, hein. Après, mais c'est que moi, pour moi, que ça soit pour un problème d'addiction ou pas, faut aller chercher ce qui t'animait dans ton enfance. Oui. Moi, ce qui m'animait dans mon enfance, c'était le voyage. J'ai toujours dit: «Je ferai comme mon père, mais pas comme mon père». Mon père travaillait dans le crédit, et il a monté Cofidis dans plusieurs pays. Il était directeur international de Cofidis. Il a commencé, à Cofidis Belgique. Il s'est fait muter sur un limite hasard à Cofidis Barcelone, pour monter Cofidis à Barcelone. Il s'est battu, ça a marché et après il est monté en grade et il a réussi à lancer ça à Londres et puis après on l'a mis à international. Moi j'ai dit: «Je voyagerai mais je serai pas dans un bureau». Je me suis pas rendu compte de ça quand j'ai acheté mon vélo, que c'était pour le voyage. Enfin, je suis pas addict au vélo, ça me casse les couilles de pédaler tous les jours. C'est, ce que le vélo il me procure. Le vélo me permet de voyager. En plus, sans empreinte carbone, tous ces trucs. Et la beauté de découvrir le monde, enfin pour l'instant la France et l'Espagne et le Portugal, par la force de tes jambes, c'est pas la même que dans une bagnole. Donc c'est même pas moi, c'est même pas le côté pollution parce que je suis pas un écolo. Pour autant, je ne laisse rien traîner et j'ai rien à me reprocher sur la route. Je fais zéro pollution. Mais c'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est, le bonheur que ça me procure de faire ça en souffrant. Et pour moi, pour être heureux dans la vie, il y a rien de tel que d'aller chercher ce qui te rendait heureux quand tu étais gamin. On a tous quelque chose qui nous faisait vibrer quand on était gosse et c'est peut-être pas cette chose-là directement, mais je suis sûr qu'à gauche ou à droite ou devant et derrière, il y a quelque chose près de ce truc-là qui t'anime quand tu es gosse, qui peut te réveiller, qui peut endormir ta dépression, qui peut endormir, ton addiction, tout ça, qui peut te réveiller, quoi. Beh, moi, la leçon que j'en tire, c'est que alors on a déjà, insisté sur le fait de changer d'environnement, mais c'est que j'ai l'impression que, parfois, on est dans un mal-être parce qu'on manque de perspective. On manque d'un rêve, quelque chose qui nous anime et surtout, on ne s'inscrit pas dans un processus pour aller cet objectif, vers ce rêve et j'ai l'impression que le fait de se mettre un objectif, même ça peut être juste de voyager et de s'inscrire dans un processus, bah, là, en plus, tu l'as documenté, c'est ce qui rend heureux et c'est ce qui peut ouvrir pas mal de portes. Ah mais moi c'est complètement ça moi, en fait c'est ça, c'est qu'il y a tellement de portes qui se sont ouvertes en 6 mois que là je suis en arrivé à un point où je suis perdu, que j'aurais continué vers le Maroc. Il se serait passé, je l'aurais fait ce voyage de rupture, mais ça aurait continué à être brouillon, j'aurais pas pu enfin à un moment donné, il faut se poser pour créer quelque chose de beau, tu vois? Ça aurait été beau pour une personne. Une personne c'est bien, mais si tu peux en faire, plus, c'est encore mieux, enfin 1000. tu vois? 1000, 1 million, enfin si tu peux sauver l'addiction, tu vois? Je suis parti dans les premières phrases que j'ai dit, c'est que, tant que j'ai pas trouvé, le bouton off de l'addiction, je continuerai à pédaler. Donc je vais pas m'arrêter. C'est pédaler, ça peut être pédaler dans un autre sens, c'est pas obligé d'être sur le vélo. C'est, pédaler à l'intérieur, pédaler dans le sen tout. Ça sera le combat de ma vie d'aller chercher comment guérir ce truc-là. Il y a ce truc-là sur le voyage et sur, truc, mais je suis sûr qu'il y a, il y a une faille dans le cerveau pour réussir à aller, couper cette envie de se détruire, tu vois?
Mais Donc, dans ce que Super tu beau en disais, tout moi, cas. ce que j'ai retenu aussi, c'est ce rapport à l'adversité. J'ai l'impression aussi que quand tu es dans une phase où tu es vraiment addict, où tu es vraiment déprimé, c'est que peut-être il y a une partie de toi aussi qui manque ce côté adversité, survivalisme, tu vois. Par exemple, le fait qu'il y a quasiment aucune personne de déprimée, pays où ils doivent survivre et mettre de la bouffe sur la table, tu vois. Et je pense que pour beaucoup de personnes, vu qu'on est dans un monde où bah, tu as accès à de la bouffe, si tu travailles un peu même, ou sinon tu as ton RSA ou je ne sais quoi, bah, de se mettre dans une situation où tu es un petit peu dans du survivalisme, que tu te lèves tous les matins, tu dois pédaler, tu dors dans une tente, bah, ça te ramène à des besoins un peu plus primaires. Et je pense que d'une certaine manière, ça peut t'aider à outrepasser tes addictions. T'en penses quoi de ça? je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, je pense, tu vois, j'ai vraiment une mémoire de merde, ça me saoule, mais il y a un Asiatique, écrivain, avocat, qui a dit que pour être heureux, il faut avoir touché le fond. Enfin, en gros, bah, tout le monde l'a déjà dit, mais que pour être heureux, vraiment heureux, il faut avoir touché le fond. Et ça, je suis totalement d'accord. Si, faut avoir les capacités cérébrales pour rebondir, mais si tu les as, et en fait, je pense qu'on les a tous, hein, on n'arrête pas de me dire que j'ai une force surhumaine dans tout ce que je fais. Et le fait d'être tombé bas peut te faire des trucs de fou après. Enfin, je me rends compte chaque jour où je pédale surtout ici, là, l'Andalousie, j'ai jamais vu autant de dénivelé. Les montagnes, elles sont en fait souvent elles sont comme ça. Là, ici, elles sont comme ça. Je me rends compte, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, mais je me rends compte quand même que c'est assez dur par rapport à là, depuis 2 jours, j'ai mal aux jambes en me réveillant, j'ai jamais eu depuis que je suis parti, tu vois. Donc, tu sens que ton corps, il en chie alors que t'as eu quelques jours de repos avant où j'étais rentré en France. En fait, tout est dans le mental. Et je suis quelqu'un qui a dit oui toute sa vie, tu vois, à tout, que ça soit à mes patrons, à la drogue, à mes parents, même si je le faisais pas. Mais en fait, à partir du moment où tu apprends à dire non, tu as tout compris. Tu vois, là, sur un coup de tête, je me suis réveillé. Ça fait un bout de temps que je me dis qu'il faut que j'arrête de fumer. Je commençais tout doucement à ralentir, à vapoter un peu. Bref, un matin, parce que là, il y a 2 semaines, j'ai retrouvé une cuillère de crack chez moi en Bretagne avec du crack dedans. Je l'ai jeté. Il s'est fait une pollution. Je l'ai jeté de toutes mes forces dans la nature. C'est mon terrain. Enfin, c'est le terrain de mes parents, donc c'est pas si grave. Enfin, bref. Et le lendemain matin, j'ai dit j'arrête la clope. Et en fait, tous les jours, tu vois, que ça soit pour le crack, pour l'alcool, tous les jours, dans mon cerveau, ça parle et ça dit vas-y, vas-y, prends-en, prends-en. Et à partir du moment où tu lui dis non, l'envie, elle repart très, très vite. Tu vois, avant, quand l'envie, elle venait, je disais ah, peut-être, oui, non, non. Là, je lui dis non tout de suite. Et le fait de lui dire non tout de suite, eh ben, ça repart beaucoup plus vite que si tu hésites. Et en fait, être clair dans ce que tu dis, tu vois, parce que la clope, là, tu vois, j'ai acheté un paquet de clopes aujourd'hui. Ça fait 15 jours que j'ai arrêté, ça fait une semaine que je suis en train de me dire, Antoine, t'arrêtes beaucoup de choses d'un coup. C'est ton dernier petit plaisir quand même. Et je veux pas recraquer en achetant un paquet et tu sais, sans m'en rendre compte. Comme on dit pour l'addiction, c'est au moment où tu t'attends le moins. Là, je l'ai acheté tout à l'heure sans m'en rendre compte, mais je l'ai pas allumé, tu vois. Et là, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais. Parce que c'est le dernier truc qui me plaît, mais d'un autre côté, je réussis à vivre sans, mais ça me manque beaucoup. Et donc là, c'est pas ce truc de dire non définitivement, c'est Antoine, est-ce que tu vivras pas mieux quand même avec ta clope plutôt que de parce que la clope, bon, ça peut t'amener un cancer du poumon, mais je pense avec tout ce que j'ai fumé en crack, enfin voilà, je me suis déjà assez détruit. Là, je suis en train de me dire: est-ce que faut que tu te battes vraiment contre ce truc-là qui, n'a pas d'effet, d'impact réel sur ta vie de tous les jours sur le vélo? Parce que je vois aucune différence, tu vois? Pour être clair avec toi, je vois aucune différence sur le vélo. Limite, j'ai l'impression d'avoir plus mal aux jambes. Je sais pas si c'est le dénivelé ou donc là, tu vois, je me pose la question. Après, je suis content aussi d'avoir acheté un paquet de clopes, d'avoir des clopes et de pas fumer dessus pour l'instant. C'est comme si, tu vois, enfin, tu un alcoolique, il a sa bouteille d'alcool devant lui, c'est pas facile. Donc voilà, je suis parti peut-être un peu loin dans la réponse, mais en tout cas, le non, 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 c'est non, quelque non, chose de vachement important. ce rapport avec la clope et l'addiction, c'est intéressant parce que du coup, vu que tu as arrêté le crack, tu peux te dire aussi: «Oui, ah bah, ça va, je peux me mettre une cuite ou une clope», donc non, non, c'est intéressant à discuter. La clope, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Ouais, bah, parce que la clope, c'est un peu tu vois ça comme quelque chose de bénin, Ouais. et puis très honnêtement, hein, moi, bah, je suis mal placé pour te donner des conseils, mais je pense que d'abord entérine bien le crack, toutes ces conneries-là, l'alcool et tout, et après attaque la clope. Je pense qu'il Non, mais faut c'est pas ça. Attends, trop, tu ma vois? mère, elle me dit: Antoine, vas-y, fume-toi une clope, fais pas chier». Ma mère, elle Ouais, fume. moi je suis en mode: «Fume-toi ta petite clope, fume pas 2 paquets par jour, mais Non, attends ouais, ouais. bien enterrer un petit peu plus tes démons par rapport aux trucs plus lourds, et après tu t'attaqueras à ce combat-là, quoi». Ouais, En ouais, tout d'un autre cas, côté, la cure que j'ai faite, c'était une cure sans clope, tu vois? Donc ça veut dire eux, ils disent: «Si tu arrêtes tout,
En fait, ton cerveau, il va plus penser à la clope qu'à la drogue et c'est vrai Ah, OK. c'est vrai que j'ai l'impression, depuis 15 jours, où j'ai arrêté la clope, de beaucoup moins penser au crack. Ah ouais, OK, d'accord, Mais intéressant. C'est un mais peu, je pense tellement à la clope! c'est un peu comme quand tu as mal quelque part et pour tuer la douleur, Ouais, tu vas te pincer le c'est bras ça, ou quelque chose c'est comme ça, ça, déplacer un petit peu. c'est ça En tout du cas, coup. en tout cas, félicitations. Moi, je trouve ton histoire très inspirante et surtout, ce qui est très intéressant, c'est les perspectives pour la suite. Tu vois, c'est pas simplement le fait que tu, voilà, tu voyages et tu fais des vidéos, c'est que tout ça t'a permis de te donner peut-être des nouveaux objectifs et De peut-être des changer, tu projets sais que entrepreneuriaux. ça faisait des années que je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter la restauration» et bah, je suis en train de trouver ma voie. On m'a proposé de faire un film là, il y a une semaine. Incroyable. Alors, ça fait 2 heures qu'on est dans l'émission. On a une dernière section qui s'appelle le questionnaire PLS, c'est GG qui l'anime. Mais avant ça, Ah on a merde, un Non. PLS. Ah PLS! Ah putain, ouais, bien! C'est que tu avais l'habitude de te mettre en PLS, quoi. du coup, on a quelqu'un du chat qui a demandé à rejoindre le live. Donc on va l'accueillir pour qu'il te Ah, c'est pose celui une qui a dit question. combien pour, truc chef? Ouais, c'est ça. Ah, Pour j'ai qu'il vu en fasse en plus. direct, il va te poser une question. Donc on Il a va le payé laisser combien pour rentrer venir? gentiment. Il a payé combien Heu, Science pour venir? 10 000 sats, On toi s ça doit faire à peu près 5 €. C'est OK pas cher, hein. On devrait monter les prix, hein. et Eh du coup, oui, on on va partage monter les après? prix. Ça se passe comment? Ouais, bah, On on pourrait peut t'en t'envoyer on peut t'envoyer, on peut t'en on peut envoyer. te faire, bah, Pourquoi mets-toi pas? une wallet Bitcoin et on peut te partager les gains de donation du, bah, on peut faire, bah, Avec tu vois, plaisir. si tu comptes, créer une asso, si on peut donner en bitcoin pour ton asso, on peut donner tous les dons qu'on a reçus, pendant le Et live. même la communauté le fera avec grand plaisir, je pense. Bah, ce serait OK, incroyable. donc on va accueillir Patrick. Hop. Il est dans la sauce, Salut Patrick. Patoche d'ailleurs en ce moment. Salut Ciao les Salut Patrick. gars. Patrick, merci de rejoindre le bunker et du coup, bah, voilà, on est impatient de savoir qu'est-ce que tu voulais nous dire, qu'est-ce que tu voulais dire à Antoine? Est-ce que tu avais une question pour lui? Ouais, j'ai pas mal de trucs à dire, mais juste un truc avant, je suis le premier à passer en live, non? Je sais plus. Bah, c'est vrai que je crois que la première fois, c'était pas dans notre live anniversaire, mais là depuis, ouais, Ok. En fait, je voulais dire, je sais plus comment il s'appelle, son prénom, j'ai pas retenu. Antoine. Ok, Antoine. Enchanté. En fait, je te conseille l'alimentation Comment? cétogène. L'alimentation cétogène. En fait, Ouais. je te dis de regarder après sur Google, il y a tout qui est bien écrit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu prends de l'alcool et c'est des calories. Et quand tu fais du vélo, tu as besoin de beaucoup de calories pour endurer. Et en réalité, tu es en cétogenèse, parce que tu pédales à fond et tes neurones, eh ben, elles fonctionnent avec les graisses que tu es en train de cramer. Et tu dis que tu n'aimes pas les graisses. T'as vu? Et tu dis que tu es addict aux drogues. Et en fait, ça vient de là. Et je dis à tous les gens qui écoutent le live là en ce moment, franchement, le CETO, moi, ça fait 2 ans que j'y suis. Et je viens de traverser les États-Unis en vélo. Je viens de terminer il y a une semaine. Là, je suis au Paraguay à cause de vous. Et le CETO, franchement, ça change la vie. Et la branlette aussi. Faut arrêter la branlette. Sur le long terme, le cétogène, c'est hallucinant. Et la branlette, c'est exactement la même chose. Vous allez sortir du lit, il faut arrêter de penser aux femmes. Ouais, le vélo, c'est dingue. T'as vu, j'ai une casquette Texas. J'ai fait tous les États-Unis en vélo. J'ai dormi jamais à l'hôtel. J'ai dormi en Louisiane, Mississippi, Alabama. Je suis passé dans les quartiers les plus chauds. J'ai dormi à l'arrache et il m'est rien arrivé. Donc, je conseille à tous les gens qui écoutent le live de prendre un vélo. Ça coûte 100 balles d'occasion, de le réparer, de prendre un putain de billet d'avion, 100 € le vélo à l'intérieur de la soute. Et puis, vous partez n'importe où. Turquie, Asie, Australie, Afrique, Sud-Amérique. Bon, Sud-Amérique quand même pas. Mais Amérique du Nord, moi, j'ai eu aucun problème. Et il y a des tentes à AliExpress, des bonnes tentes à 100 €. Et en fait, je suis parti aux États-Unis, moi, justement, parce que c'était trop cher. 180 € la nuit d'hôtel. Voilà, ça coûtait 1 500 € le mois. Et en fait, avec un vélo à 200 balles, tu arrives à faire des vacances stylées. Franchement, stylées. Il n'y a personne qui peut faire ça. Même pas un millionnaire. Un millionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un putain d'hôtel avec la climatisation, il va être enfermé avec une femme siliconée. Là, non, on est sur le terrain, on est dans la rue, et on peut voir tout ce qui se passe. On est des journalistes et on regarde, on n'écoute pas les médias, enfin, à part le bunker. Et en fait, ça fait du bien pour la tête. Et je te conseille vivement de t'intéresser au régime céto, d'arrêter d'acheter de la clope et d'acheter ce petit truc-là. Ouais, ça, je Je sais pas l'ai. si tu vois. Ok, bah, tu branches, t'as vu ta bouteille de gaz. Ouais, c'est Et ce que là, j'ai. moi, j'ai été cuisinier aussi. Et aux OK. États-Unis, pour 20 $, tu as 2 putains d'entrecôtes bien grasses. Une le matin, une le soir, ça coûte 20 Alors euros quand je par dis que jour. j'aime pas le gras, c'est que j'aime pas l'huile, mais je mange de la viande tous les jours. L'huile, c'est dégueulasse. Faut pas manger d'huile. Pas Ouais, l'huile, non. mais ça. Mais C'est après, ce que après je le céto, c'est vraiment un investissement ça mental. C'est s'écrit comme le comment? Bitcoin. Tu marques, tu Kétogène. marques. On a fait un épisode sur le régime cétogène avec Ulrich Génisson, qui est vraiment la référence française Ouais, du on le régime mettra en haut à droite. cétogène. Est-ce que Patrick, tu peux résumer en
15 secondes à Antoine qu'est-ce que c'est que le régime cétogène pour qu'il comprenne? Bon, en fait, t'arrêtes de manger du sucre. Pâterie, hamburger, pizza, tout ce que les cons mangent, tous les gauchistes, ce qu'ils mangent, ben, t'arrêtes de le manger. Non, mais je regarde pas Ouais. la politique, je sais pas ce que c'est que la gauche. Mais en fait, je pense que tu es un peu gauchiste, malheureusement, Antoine, et je pense que tu vas retomber, malheureusement, dans la drogue. Je suis méchant, mais sérieux, parce que, et c'est pour ça que je te dis, il faut parler direct avec quelqu'un qui fait de la drogue, il faut lui dire directement les choses, parce qu'en fait, tu as des gens autour, et tu vas voir, tu as vu la femme, hein, en 2 secondes, un peu de champagne, un peu de coke, tu tombes dedans. Sérieux, man. Non, la vie, elle est trop, Bah, c'est elle des est trop choses, belle. c'est des choses Ça qui fait arrivent et puis il a le ça fait il a le partie du courage d'en parler process. au moins. Ouais, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ça fait ça Et fait en partie du plus, process de retomber et de se remettre tant que tu finis en ayant gagné, on s'en fout du process, tu vois? Là, ça fait 200 jours qu'il a rien pris et c'est déjà incroyable, tu C'est vois? incroyable. Non, mais d'un côté, je suis d'accord avec lui, d'un côté, je suis d'accord avec vous. On dit que la rechute fait partie du process. Moi, je suis pas d'accord, à part une fois. Parce qu'une fois, quand tu as rechuté, tu sais à quel point tu rechutes et tu sais à quel point c'est dangereux et que tu peux en crever. Et donc, en fait, n'importe attends, quel attends, choc attends, attends, laisse-moi émotionnel. finir. Mais Ouais, du vas-y. coup, j'ai rencontré cette meuf-là, j'ai compris ma faiblesse, c'était les femmes et l'alcool. Du coup, j'ai arrêté de boire. Et depuis, j'ai rencontré d'autres nanas, j'ai pas sombré, tu vois. Ouais, mais il suffit juste d'un truc émotionnel, tu vas claquer. T'as vu, là, tu dis que Non, t'es tout Patrick, seul. tu peux pas te permettre d'anticiper le futur comme ça. Ouais, c'est clair. Mm. On peut pas le savoir. Moi, je pense que Antoine, là, il est très bien parti. Il a trouvé de Ouais. l'adversité, il a trouvé des projets. Tous les axes sont alignés pour qu'il s'en sorte. Alors après, il va peut-être retomber, mais tu sais, Non, c'est pour ça faut que voir j'ai dit le positivisme. régime Seto. Tu C'est peux pour ça pas. que j'ai dit le régime Seto. Moi, je suis sûr qu'avec le régime Seto, Non, il s'en mais tu peux sortira. pas. Tu sais très bien. Moi, je suis vendu sur le régime Ceto, mais tu n'es pas obligé de passer par le régime Ceto pour te sortir de l'addiction. Il y a plein de gens qui s'en sont sortis Euh, sans. Même Le si, alors sport, peut-être le tu sport et peux me dire l'alimentation. que s'il passe en Ceto, que ce sera plus facile ou je ne sais quoi. Mais tu peux pas te dire objectivement que s'il fait pas Ceto, keto, pardon, il va pas s'en sortir. C'est pas vrai. Tu vois ce C'est que le je veux dire? Il système peut très bien nerveux. s'en sortir sans Regarde, ça. en fait, ça règle la démence, les maladies dégénératives, la schizophrénie et la dépression. Oui, mais sûr, mais Alors, il y a moi, d'autres axes. J'ai aucun La aucun des nourriture, c'est quatre. mais il y a d'autres axes. Il y a d'autres axes aussi. Moi, j'ai un truc à dire pour conclure. En tout cas, merci Patrick d'être monté, d'avoir posé ta question, donné tes conseils. Merci aussi pour dire que tu apprécies notre émission. On t'apprécie aussi. En tout cas, pareil, tu as eu du courage de monter sur scène pour pouvoir poser ta question. Moi, j'aimerais dire quand même que je ne suis pas d'accord avec toi, Patrick, pour une raison. J'ai dit, selon moi, l'important, c'est toujours de s'inscrire dans un process. Antoine est inscrit dans un process. Il a des projets d'association, projet, pourquoi pas, d'entreprise, d'accompagner des gens. Et ça, c'est le plus important. Certes, le régime cétogène peut aider. Certes, il y a plein de choses qui peuvent aider. Mais le principal, selon moi, c'est d'avoir des buts, c'est d'avoir des rêves et c'est d'être dans le process. Donc, c'est pour ça qu'on parle parfois de sport, parfois de tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est d'être dans un process et de travailler pour y arriver. Ok, Et t'as vu on va passer. qu'ils vendent du shit, ils vendent du shit dans les quartiers. Et en réalité, il y a du crack à l'intérieur. La majorité des Français, ils sont défoncés au crack. C'est pour ça qu'on est en train de tuer la France. Merci les gars, passez une très bonne soirée. Ciao. Merci Merci Patrick. à toi, Patrick. C'est cool. Et un jour, il faudra que tu viennes nous raconter ton périple en Amérique. périple. Ah, c'est ça, je voulais écouter. Allez, ciao, ciao. Non, mais même, j'ai une vie. En fait, j'ai une vie de malade et si je commence à parler, je vais avoir tout au cul. Allez, passez une bonne soirée, les gars. Ciao. Envoie-nous un Merci, petit ciao, message, ciao. n'hésite pas. Merci. En Hop, tout ça cas, a marché, c'est Antoine, bon. tu sais, moi, je regarde les statistiques sur Instagram, les Ouais. statistiques de genre, et nous, dans le compte du bunker, en général, c'est plus de 95% d'hommes qui voient nos posts. Et j'ai regardé les statistiques sur le post où je t'ai tagué, que tu as repartagé, il y a 50-50. Donc, Ouais, je suis à 50-50. tu dois avoir un public qui est J'ai plutôt tout, je te bien dis. proportionné. Ouais. J'ai tout. C'est un truc de fou. Tu regardes les âges, il y a tout. Et homme-femme, 50-50. C'est assez atypique. Enfin, en Et tout cas, j'ai moi, j'ai vu la courbe, j'ai pas jusqu'à compris. ma rechute, j'étais à 62 filles. Ok, c'est marrant, Ouais. c'est des sujets qui touchent la jante féminine. C'est Ah, intéressant. l'addiction, un truc de fou, hein. Ok. En fait, on se rend pas compte parce que comme elles le disent, les femmes, c'est beaucoup plus tabou d'être alcoolique en étant une femme qu'en étant un homme. Une femme qui boit, c'est moche, de ce qu'on dit, hein, moi je dis rien. Mais du coup, les femmes se cachent encore plus. Et plus tu te caches, au plus tu sombres. Donc c'est encore plus dur pour elles, les pauvres, parce que contrairement aux hommes, c'est beaucoup plus dur d'en parler. Carrément. Et donc, et non, l'addiction touche. Je sais plus, une nana que j'ai rencontrée qui me disait ça, c'est que il y a limite plus de femmes addictes que de mecs.
parce que elles ont des tendances plus addictives que nous. C'est possible, ouais. En tout cas, la chart m'a fait halluciner, ouais. Ok, pour conclure sur l'intervention de Patrick, qui était, ma foi, très intéressante. Voilà, vous le savez, vous pouvez monter en fin d'émission pour poser vos questions en direct si vous le souhaitez. Vous avez un bot là qui répète l'adresse de l'app. Donc n'hésitez pas pour les prochains lives aussi, si vous souhaitez un jour monter en live pour poser une question à l'invité. C'est tout à fait possible. On va effectivement augmenter les prix. Je crois que c'était la promo pour le live anniversaire et on est toujours au même. Pourquoi c'est votre live Ouais. anniversaire là? Non, 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 non. c'est une fonction, c'est une fonctionnalité qui date du live anniversaire et on n'avait pas changé le prix. Donc effectivement, Ah, c'est pas ok. cher du tout. Ok, on va Ok. passer à une section qui s'appelle le questionnaire PLS. Je vais laisser GG t'expliquer, mais d'abord, je mets un petit jingle. Le questionnaire PLS. Alors, le questionnaire PLS, Antoine, je vais te poser des questions en rafale. Tu peux y répondre par oui, par non. Tu peux passer si c'est une question qui te dérange. Première question, est-ce que tu préfères gagner 50 000 euros tout de suite ou que le LOSC gagne la Coupe d'Europe? 50 000. Ok. Mais attends, j'ai Euh, été les voir à Vigo, ils ont perdu. Ça, c'est une question du chat. Est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en quelque chose là-haut, mais pas. Je sais pas quoi. Quelle a été ta pire soirée? Bah, celle où j'ai rechuté, hein. Enfin, cette Ah oui. soirée-là avec cette fille, je m'en rappellerai toute ma vie quand même, ouais. Niveau finance, tu fais comment pour tes voyages? J'en arrêt maladie. Est-ce que, ça c'est une question du chat aussi, est-ce que tu as déjà acheté de la drogue sur internet, sur Silk Road, sur le darknet en utilisant des cryptos? Non, je suis passé fort en. J'y connais rien en internet. Enfin, j'y connais rien en informatique. J'aurais bien aimé à des moments. Alors la question qui est, le plus revenue pendant l'émission, parce que les gars, oui, je les vois passer vos questions et celles qui m'intéressent, je les prends pour le questionnaire PLS, c'est, quel est le setup de ton vélo? Le setup, c'est comment il est monté? Enfin, comment. Non, enfin, Alors, mon quelle vélo. marque, Ouais. ouais, comment tu le Ah, montes, alors ouais. mon vélo, c'est un Triban, c'est le deuxième prix de chez Decathlon, il coûte 700 € nu. Et j'ai mis 2 sacoches devant, 2 sacoches derrière, j'ai une sacoche sur la selle et j'ai mis un panier devant. Mon vélo pèse 50 kilos et j'en ai eu pour 1500 € de tuning. Quelle est ta routine du matin? Une branlette? Non, c'est que. Ma routine du matin, bah, petite addiction à l'écran, regarder mon téléphone. Après, je mange un bout et c'est défaire ma tante, tout ça, avoir ma mère et mon père au téléphone tous les matins. Ah ouais, cool, c'est Ouais. bien ça. Tous les matins, je commence par mon père parce que ma mère elle est un peu plus grasse mat et depuis un an, je les ai au téléphone tous les jours, tous les matins. C'est bien, le sortir de tes addictions, ça t'a rapproché de tes parents, j'imagine. J'étais très proche de ma mère déjà et mon père ça nous a rapprochés mais de ouf. Non, j'ai une relation incroyable avec mes parents, ouais. Ça, c'est génial. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Aucune idée. Il Et t'a dit alors qu'il vivait au jour le jour. Ouais, 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 ça ouais, c'est alors tu vois, il y a des trucs, je sais pas si on a le temps, hein, mais ah ouais, t'inquiète. avant de recraquer, enfin tu vois, quand j'ai des mauvaises envies, j'essaye de me voir juste après la consommation. Je parlais de ça dans un post il y a pas longtemps. C'est que tu vois, j'avais un soir où, ouais, quand je suis arrivé en Espagne, quand je suis rentré pour reprendre le vélo, là, il y a 10 jours, c'est toujours un peu dur pour repartir, tu sais que tu vas être seul et tout. Et j'ai eu envie de m'acheter une bière et de fumer une clope. Et je me suis dit, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va t'apporter cette bière? Elle va t'apporter. En fait, je voulais m'acheter une bière. Je me suis dit, tu vas boire une bière, tu vas fumer une clope. La bière, elle va pas te faire aller mieux, et la clope non plus. Et donc, du coup, j'ai rien fumé. Donc, je me projette dans un avenir très proche par Mmh. rapport à l'addiction. Mais par contre, dans ma vie, j'ai jamais su me voir plus loin que demain. Vas-y, J'en silence. profite pour dire que enfin, j'ai déjà entendu parler de ça, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire quand il y a des choses qui te font chier, que tu fais ton flemmard et ton procrastinateur, mais que c'est des Mhm. choses qui sont là pour te faire progresser, faut s'imaginer les avoir fait ou les avoir réussi et dans quel état, qu'est-ce que tu feras, comment tu seras une fois que tu les auras réussis. Et cette visualisation, ça aide souvent à passer à l'action. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est pareil, je pense tu parles de la bière, mais c'est pareil pour, tromper ta femme. Si tu penses à la post, tu sais, les Anglais, ils appellent ça la post-nut, clarity que tu vas avoir si tu trompes ta femme après, et ben, en fait, tu vas pas le faire. Donc Ouais. c'est une méthode qui peut être, Non, mais de toute façon, je répliquée sur trompe. d'autres trucs, quoi. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de moi, la tromperie.
Mais je vois très bien. Et dernière question, chaque semaine, on demande à notre invité de poser une question pour l'invité de la semaine d'après, en sachant qu'il ne sait pas qui il est. La semaine dernière, on avait Jérôme Blanchet-Gravel qui a lancé un média indépendant au Québec. Alors, je ne sais pas si la question va te parler vraiment, mais bon, faut se prêter au jeu, faut que tu y répondes. Sa question, c'est pourquoi les médias traditionnels, les médias mainstream, genre Ouais, BFM, la télé, tout ça, continuent-ils d'avoir une grosse audience en France et en Occident? parce que ça marche. Bah non, mais tu vois, quand j'étais en rechute pendant les 10 jours, il y avait BFM qui tournait en boucle chez moi, parce qu'ils se répètent et qu'ils te racontent, des trucs, qui au final, c'est un peu comme une drogue, hein, enfin, ma mère, elle a un peu calmé le truc, mais à un moment, elle regardait que ça. Quand elle va pas bien, elle regarde ça Ouais, c'est vrai que les et chaînes d'infos, chez les boomers, c'est une drogue. C'est sûr ouais. et certain. Ouais. Donc pour moi et ça marche parce que, bah, pourquoi ça continue d'être médiatisé? C'est parce que ça marche, hein, tous les yeux, ils regardent ça aussi, hein. Ouais. Là, ils vont nous vendre, Édouard Philippe pour faire barrage à Mélenchon et à Bardella, mais c'est un autre sujet. Est-ce que tu peux, Antoine, te prêter au jeu et poser une question pour l'invité de la semaine d'après, en sachant que tu ne sais pas qui il est et que tu as carte blanche? Tu peux lui poser une question loufoque, tu peux lui poser une question, what the fuck, une question qui est Bah, je en sais en pas, moi rapport avec ce que tu fais. je suis une fixette sur Patoche, j'ai envie de lui demander s'il serait capable Let's go. d'arrêter de se branler. Tu peux. Tu es capable de faire un no note. C'est ton dernier mot? Ouais? OK, let's go. Tu veux poser cette question-là à notre invité, à La notre semaine prochain prochaine. invité? Est-ce que tu serais capable d'arrêter la branlette pour aller mieux? OK, OK. ouais, très bien. C'est noté. Si on te disait que c'était un remède miracle pour être heureux. Je Alors, sais pas quel invité on a la semaine prochaine, Science. J'espère que c'est pas un mec qui a un profil LinkedIn avec une cravate, hein. Bah, ça serait marrant, ouais, limite. Ouais, ce ce serait sera marrant. marrant. L'avantage de ce jeu-là, c'est que nous, on peut se dédouaner sur les questions. On dit: «Bah, c'est Bah, pas nous, ouais, ouais. c'est le C'est l'océan Toxico qui nous a pondé ça. c'est le toxico de la semaine dernière, c'est pas nous». En plus, j'étais Ouais. persuadé que tu poserais une question sur les addictions. Mais bon, on garde comme ça sera rigolo. Dis-moi, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin, un commentaire ou un message au public? Bah, ce que je dis souvent, c'est qu'il est jamais trop tard et qu'il faut toujours croire que c'est possible, même si on te dit que tu vas rechuter. Ok. En tout cas, moi, j'étais très content de discuter avec toi. Je trouve que tu es hyper transparent, tu ne caches rien et c'est très touchant et je pense que ton message doit inspirer énormément de gens. Donc, Ouais. j'espère que tu vas continuer, j'espère que tu vas pas lâcher et puis, bah, en tout cas, nous, on va continuer à te suivre sur les réseaux. Avec Et grand moi, plaisir et puis rendez-vous dans un an, hein. mon Let's souhait go. personnel, j'allais te dire ça, c'est te revoir dans un an et voir un petit peu ce qui s'est passé, les nouveaux voyages, les projets entrepreneuriaux, les projets associatifs, les rencontres. J'aimerais bien refaire le point avec toi parce que ce Avec qui grand est très plaisir. intéressant, c'est que tu t'inscris sur la route. Donc, il va s'en passer des choses et on va pouvoir rediscuter de tout ça. Avec grand plaisir, les gars. Moi aussi, c'était un Excellent. Eh plaisir, ben, franchement. J'ai kiffé faire votre rencontre top. virtuelle, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Mais non, non, franchement, c'était sympa. C'était vraiment cool. Écoute, vu que tu sais peut-être pas, mais l'émission sera indisponible juste après, dès qu'on coupe là, et elle est Ouais. rediffusée en 2 parties. Donc il y a une première partie qui est la revue d'actu qui sera rediffusée normalement le lundi. Il se peut que parfois il y ait des retards Mm. et on a l'interview complète qui est rediffusée le mercredi. Pareil, il peut y avoir du retard et après, on a la version podcast audio quelque part qui est disponible à partir du jeudi sur toutes les plateformes. Donc ne t'en fais pas, on t'enverra les liens pour que tu puisses les repartager si tu en as envie. Carrément. Et du coup, on était en live sur Insta ou pas? Je Instagram, crois pas. on est J'ai pas toujours, on l'impression est que ça a toujours en marché. live sur Instagram, YouTube, X et Twitch. Bon, Ok. écoute, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis. Salut les gars! Au revoir tout le monde. Salut!